Bienvenue à tous. Donc on est à la fois en présentiel et en webinaire enregistré. Donc merci d'être présent tout d'abord. On va se présenter en deux mots. Donc, Maxence, vous connaissez très certainement si vous êtes ici. Mathieu, je te laisse te présenter. Je commence, alors c'est gentil de cette parole. Mathieu Gérard, je suis le directeur financier d'Axence. Et donc, je co-anime aujourd'hui cette réunion d'information avec Jean-Baptiste, plutôt pour le côté entreprise, finalement, un petit peu comme nous, je suis concerné pour Axence, au même titre que vous allez tous l'être bientôt par le sujet de la facturation électronique. Voilà. Et donc Jean-Baptiste, Jean-Baptiste Mellet, certains d'entre vous me connaissent, donc je suis expert comptable chez Axence. Ça fait 7 ans que je suis ici et puis on est tout un groupe. Bonjour, on commence. On est tout un groupe qui s'occupe du sujet de la facture électronique. Prenez place. Allez, allez, la prochaine. Et si vous voulez un petit café, peut-être. C'est bon. Ouais. On n'est pas sympa, vous on est plusieurs chez Axence à travailler sur le sujet de la facture électronique. Ça va être un chantier assez important pour nous et pour nos clients. Donc il y a Mathieu, moi-même, et puis il y a Sandrine Clodillon qui s'occupe pareil de la partie interne compta. Qui est la compta d'Axence, voilà, qui travaille en binôme sur le sujet depuis 2 ans. C'est ça. Et puis on a 3 autres personnes. Nicolas Borns à Lyon, on a Maureen Kader à Saint-Étienne, et puis Sandrine Carole qui est aussi à C'est-à-dire que tous nos sites ou presque sont représentés dans ce groupe de travail. L'idée pour nous, c'est de travailler sur le sujet pour pouvoir au mieux nous informer les clients et travailler sur à la fois pour vous accompagner sur votre organisation future, mais également la nôtre. Effectivement, ça va également changer notre manière de travailler. C'est ça. Nous, ça fait à peu près 2 ans et demi qu'on travaille sur le sujet. On n'a pas voulu communiquer auprès de nos clients trop tôt, parce que trop tôt, c'est trop tôt. Et on voit d'ailleurs que vous êtes de plus en plus concernés par le sujet, parce qu'on avait déjà fait une première matinale il y a 2 mois, où on avait eu un peu de monde, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui, beaucoup moins sur le webinaire. Donc on voit que le sujet, là, la deadline qui commence à approcher, on voit le mur qui se rapproche. On commence à être là, justement. Exactement. Alors pourquoi on parle du 1er juillet 2024, alors on va faire rapidement un petit tour de table tout à l'heure, avant qu'on commence. Est-ce que ça vous évoque quelque chose, cette date? Déjà, la facture électronique, est-ce que ça vous évoque quelque chose? Laurent, si vous êtes là un petit peu, peut-être. Et pourquoi le 1er juillet 2024, ça vous évoque quelque chose aussi? Non, rien. En gros, c'est le code départ de la facture électronique. C'est le code départ de la facture électronique. Vous verrez, on a un support qui reprend les codes des Jeux Olympiques, puisque le 2024, c'est les Jeux Olympiques. Donc, c'est un petit clin d'œil. Bon, juste pour que vous ayez le schéma en tête de la présentation, un sommaire de la présentation, mais on va rentrer assez vite dans le vif du sujet avec la présentation de la facture électronique. On ne va pas parler outils aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce que la facture électronique en tant que telle, quelles sont les obligations attenantes, pourquoi on met en place la facture électronique, de qui ça vient finalement, et qui est concerné. Et en quoi ça va quand même impacter l'organisation des entreprises et le fonctionnement. Effectivement, l'outil, alors on va évoquer les outils, mais on va pas, c'est pas une information dédiée pour présenter un outil en soi. Ça sera peut-être dans un second temps, mais c'est ça. C'est plus pour parler du cadre en général. Donc, premièrement, ce qu'il faut cadrer, c'est aujourd'hui, quelles sont les obligations en termes de facturation. On a l'obligation de produire une facture quand on agit entre professionnels, et on a une obligation fiscale, cette fois-ci, de suivre le schéma de la facturation, avec notamment une piste d'audit fiable. Il faut apporter la preuve que la chose a été facturée. C'était un petit peu les prémices, en fait, c'est apparu il y a quelques années, ça, c'était déjà pour lancer un chaînage entre la commande, le devis, la livraison, la facture, donc c'était ça la piste fiable, et donc il faut faire les prémices un petit peu de ce qui va arriver. Et aujourd'hui, ce qui est important de retenir, c'est qu'on avait le choix, finalement, dans le mode de transmission d'une facture d'un fournisseur à un client, que ce soit de main à main,
papier, par mail, par EDI. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui utilisent l'EDI, c'est l'échange de données informatisées. Souvent, la grande distribution l'utilise. Mais bon, autour de cette table, peut-être qu'il y en a qui l'utilisent, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, vous n'êtes pas forcément concerné par ça. Mais demain, à partir de juillet 2024, cette obligation, progressivement, elle va changer. Elle va être mise à jour. On va voir dans un second temps. Alors, on va parler de 3 dates. Donc, dès le 1er juillet 24, par contre, on a janvier 25 et janvier 26. Pourquoi 3 dates? Parce qu'on a, en fonction des seuils de chiffre d'affaires de l'entreprise, de la taille de l'entreprise, on a une obligation qui va rentrer en vigueur de manière progressive. Ce qu'il faut retenir, c'est que quelle que soit votre taille d'entreprise, s'il y a 1 euro de chiffre d'affaires ou des millions ou des milliards, dès le 1er juillet 24, dans un an, vous serez dans l'obligation de recevoir une facture sous format électronique. L'obligation de recevoir, ça veut dire d'être en mesure de recevoir. C'est ça. C'est pour ça que tout le monde est concerné. Même si, éventuellement, vous pourriez ne pas être concerné dans le temps de pouvoir émettre des factures sous ce format-là, vous allez quand même devoir passer par l'étape d'une plateforme pour être en mesure de recevoir. On va étayer le propos sur la plateforme après, mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que, quelle que soit la taille de votre entreprise, vous êtes finalement concerné par la plateforme dans un an. À cette semaine date, seules les grandes entreprises, alors les grandes entreprises, il y en a 287 en France, pas beaucoup, ceux qui font plus d'1,5 milliard de chiffre d'affaires. Mais vous en avez tous, il y en a au moins un avec qui vous contractez, EDF, Orange, SFR, Total, peu importe. Bah, eux, à partir du 1er juillet 2024, dans un an, ils vont être dans l'obligation d'émettre leur facture sous format électronique. Donc leurs clients, eux, va bien falloir qu'ils récupèrent leur facture. C'est pour ça que l'obligation de recevoir la facture, elle incombe à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Donc il y a 2 temporalités. Il y a, pour la réception, tout le monde est concerné par cette première étape, 1er juillet 24. Et puis pour l'émission, eh bien, en fonction de notre taille, alors je ne sais pas s'il y en a qui font plus de 1,5 milliard de chiffre d'affaires autour de la table. En émission, plutôt sur les 2 dernières temporalités, à savoir que le 1er janvier 25, c'est pour les ETI, les entreprises de taille intermédiaire. C'est entre 250 et 5000 salariés. Et puis il y a une notion de chiffre d'affaires qui est aussi assez importante. Donc vraisemblablement, 99% de nos clients seront concernés par la période en 2026. Donc, après, ça va vite, hein, c'est 18 mois hein, par rapport à juillet 2024. Ça va très vite quand même, hein, ça paraît loin, mais ça va très très vite. Donc, retenez bien les 2 dates. 1er juillet 24, vous devez être en mesure de recevoir les factures sous format électronique, donc d'être inscrit sur une plateforme, on va y revenir plus tard. Et 1er janvier 26, quelle que soit votre taille, vous serez dans l'obligation d'émettre les factures sous format électronique. Alors, il y aura des exceptions en fonction de votre secteur, et on va le voir quand on reviendra. Ouais. Donc justement, qui est concerné et qui est hors jeu finalement pour cette obligation de la facture électronique? Tous ceux qui sont concernés finalement par la réforme, c'est tous ceux qui sont dans le champ de la TVA. Le champ de la TVA, c'est tous ceux qui sont concernés par la TVA, qu'ils soient imposables ou exonérés. Alors là, on est sur du technique. C'est du technique de fiscalité, effectivement. Oui. Par exemple, un médecin, mais ce n'est pas forcément dans l'exemple shit, il est dans le champ de la TVA, mais il est exonéré par un article de loi. Donc, les médecins, vous ne payez pas de TVA. Alors, normalement, tout le monde, tous ceux qui sont dans le champ de la TVA, soit au-delà de la TVA ou exonérés, sont dans le champ de la TVA et sont dans le sujet de la facturation électronique, mais certains vont être exonérés. Donc là, je parlais des médecins, et pour le coup, eux, ils en sont exonérés puisqu'ils sont dans le domaine de la santé. Certains qui sont dans le domaine de l'enseignement, des opérations immobilières, des opérations bancaires, d'assurance, en sont exonérés. En fait, c'est tous ceux qui sont effectivement exemptés de TVA par rapport à leur activité, et on retrouve toujours la liste. C'est toujours le problème des opérations immobilières, la formation, l'enseignement, les activités médicales. Alors, par contre, certains dans ces activités ont pu à un moment donné faire le choix d'opter à la TVA pour diverses raisons qui sont propres finalement à chaque entreprise. Mais par contre, à partir du moment où ils ont opté à la TVA, ils deviennent
directement concernés et assujettis à cette obligation de facturation électronique. On pense notamment au STI. Alors, peut-être probablement dans vos entreprises, on a une activité d'exploitation et puis on a une société civile immobilière. Alors, souvent, on opte pour la TVA parce qu'on se facture des loyers avec un professionnel. On a tout intérêt à opter pour la TVA. Et là, on sera dans l'obligation d'émettre des factures sous format électronique. Il faut bien savoir que là, on parle de qui est concerné par l'émission de facture électronique. En réalité, tout le monde, peu importe qu'on soit dans ce cas ou dans un autre, on sera dans l'obligation, sauf pour les particuliers, on sera dans l'obligation de recevoir la facture électronique. Donc, même un médecin, il pourra être inscrit sur les plateformes. Que ce soit un médecin ou une FCI, quand elle reçoit une facture, ou le médecin qui reçoit une facture parce qu'il achète des fournitures, lui, à partir de 2026, ses fournisseurs qui, eux, ont une activité commerciale sous la TVA, vont lui envoyer une facture sur une plateforme. Donc, il sera quand même obligé, même s'il sera, lui, n'enverra jamais rien sur cette plateforme, ne déposera pas, mais il recevra ses factures sous un format de facturation électronique. Donc, ça reste vrai, ça aussi pour les petites assos à but non lucratif, par exemple. Oui, ben, je pense que ce sera pareil. Elles n'auront pas l'obligation d'émettre, sauf si elles ont fait la TVA. Mais par contre, elles seront en fait, à partir du moment où on a un numéro de SIRET. Oui, alors, les associations à but non lucratif, je ne sais pas si elles ont un numéro d'inscription. La réforme, elle a une dimension européenne. Elle a pour but, alors on va le voir, alors une vocation aussi plus nationale pour certaines choses, mais l'origine de la facture électronique, de la réforme de la facture électronique, elle a été poussée par l'Union européenne pour l'harmonisation des pays entre eux. Peut-être qu'à terme, on aura une possibilité d'échanger des factures sous format électronique avec des plateformes qu'on verra après entre pays. Aujourd'hui, on va, en tout cas, c'est cadré que pour la France. Certains d'autres pays en Union européenne ou au-delà de l'Union européenne ont déjà adopté le jeu de la facturation électronique. Il faut savoir que d'ailleurs en France, on est l'un des derniers pays européens à aller sur le sujet. On avait déjà repoussé le sujet en 2014 où un cher Macron avait à l'époque, avant d'être président, instauré une réforme pour que la France passe sur la facture électronique dès 2014, puis finalement elle a été repoussée. Et puis le Covid est aussi passé par là, parce qu'on aurait dû en rentrer en 2021, ou 2020, je crois, 2021, puis le Covid a repoussé les choses. Et vraisemblablement, ça ne devrait plus être repoussé. Non, alors ce qu'il faut noter, c'est que le point de départ en France, c'est 2008, c'est la loi LME, qui était dans les principales vocations étaient de fluidifier un petit peu les relations entre les entreprises et notamment d'accélérer les délais de paiement, ou en tout cas de mieux maîtriser en fixant des règles claires. Donc c'est un peu le point de départ qui lançait un petit peu l'idée générale, et donc ça, il y a eu plusieurs procès de loi qui sont sortis dans le temps et qui mènent à ce qu'on connaît aujourd'hui. Jean-Baptiste évoquait d'autres pays en Europe qui ont déjà franchi le pas. Ils l'ont fait de manière plus ou moins brutale. L'Italie, par exemple, on a échangé, quand on préparait avec notre groupe de travail, on a eu l'occasion d'échanger avec un confrère italien. Ça a été très violent, parce que pratiquement quelques mois du jour au lendemain, ils ont décidé de basculer sur la facturation électronique. Alors là, ça a été un petit peu compliqué, parce que ils ont fait les choses à l'envers, les éditeurs n'étaient pas prêts, les logiciels n'étaient pas prêts, donc il y a certaines entreprises qui n'ont pas pu facturer pendant 9 mois à 1 an. Donc c'est compliqué. Les experts comptables n'étaient pas forcément prêts, donc tout le monde a dû s'adapter dans une situation un peu catastrophique. Mais quand on parle avec eux, ils ne veulent plus revenir en arrière. Non, c'est ça. Et puis comme ils ont un petit peu d'avance, en fait, ils sont aujourd'hui, nous on est un peu comme des précurseurs, mais voilà, ils ont défriché un petit peu le terrain et ils nous ont parlé d'évolution même par rapport à notre métier, de ce qu'ils font aujourd'hui et comment ils travaillent. Et effectivement, on voit qu'il y a des évolutions, même dans leur relation avec leurs clients. À noter que l'Espagne, les informations que j'ai, effectivement, il y a une directive européenne qui va tomber sous peu, là, d'ici quelques mois, qui va avoir justement vocation à poser des jalons de l'uniformisation des règles de fonctionnement au niveau européen, justement pour ce que tu disais, que
les échanges de factures après entre pays de l'Union européenne puissent également se faire de manière très fluide sur les plateformes. Et puis la deuxième motivation, finalement, c'est la principale, c'est de lutter contre la fraude à la TVA. Puisqu'on va le voir juste après, toutes les factures, toutes les informations de factures qui vont transiter par des plateformes, elles vont transiter par l'administration fiscale. Donc l'administration fiscale sera en temps et en heure le chiffre d'affaires que vous faites, la TVA que vous générez, Le niveau d'activité. Voilà. Alors ça aura plein de conséquences favorables, puisqu'elle aura plein d'indicateurs en temps réel, donc elle pourra ajuster des subventions, elle aura des leviers pour corriger les Juste en temps réel, c'est des aides, c'est actions en fonction de l'économie du pays. Et ça lui permettra, en plus, et surtout, de lutter contre la fraude à la TVA, qui aujourd'hui est estimée entre 15 et 20 milliards. Il manque à gagner pour l'administration fiscale. Et de manière purement administrative, en fait, ce qui arrivera assez vite aussi, c'est que les déclarations de TVA seront très remplies. Aussi de corriger, parce qu'il y aura toujours quelques petites, mais dans l'ensemble, les principaux éléments seront très remplis sur les déclarations. On pense que, peut-être qu'on n'est pas la date, mais alors, ça sera peut-être pas en 2024 ou en 2026, mais Toutes les années pas forcément après 2026, puisqu'il faut, il faut que tout le monde soit dessus. Mais on pense que la déclaration de TVA, effectivement, se fera en automatique. Il faut quand même la contrôler, et ça permettra de se décharger. Sur les régulations d'encaissement. Justement, il y a cette notion-là. on reviendra après. Ça ne sera pas tout automatiquement, mais on verra. Justement, il y a des notions qui sont pensées à tout. liées au paiement. Il y a des notions liées au paiement. On va le voir après. L'Italie est citée comme un pays qui est déjà sur la facturation électronique. Ils ont des moyens, parce que nous, on facture l'Italie, on leur envoie des factures par mail. Mais les Italiens, c'est comme quand on traite France-France, on va passer par la facture électronique. On doit La France-Italie, France-Italie, on va envoyer la facture à l'ancienne. Ouais, mais c'est comme l'Espagne, j'en arrive à envoyer des petites structures, des factures papier. Par contre, les grosses structures ne veulent pas. Ça dépend des pays. Oui, mais parce qu'après, ils ne veulent pas, mais c'est aussi une question d'organisation, parce qu'après, ceux qui sont partis sur une organisation comme ça, ils souhaitent recevoir leur facture sur une plateforme. Après, ils n'ont pas forcément Bien sûr, ils veulent centraliser. Ils veulent centraliser. Après, c'est une question d'organisation d'entreprise, parce qu'une fois qu'on est parti, après, on n'est plus forcément là. Mais par contre, c'est ce que j'expliquais, c'est que les décisions européennes là, qui doivent être prises sous peu doivent poser les conditions, les jalons, la norme pour que les plateformes et tous les pays de l'Union européenne puissent finalement communiquer leurs factures entre eux directement sur ces plateformes-là. Et ça arrivera très vite. Après, une fois que chaque pays se sera un peu structuré. L'idée, c'est d'harmoniser. Alors, pour que vous compreniez ce qu'est la facture électronique, on va rapidement définir. La facture électronique, ce n'est pas une facture dématérialisée, ce n'est pas un PDF. Pas que, en tout cas. Pour retenir que là, on va étudier le contenu, le contenant et le cycle de transmission d'une facture. En fait, pour qu'une facture soit électronique, il faut qu'elle réponde à pas mal de critères. Plusieurs critères. Déjà, par son contenu, aujourd'hui, il y a des informations qui étaient obligatoirement inscrites sur la facture, comme la date, l'identité des parties, le prix hors taxe, la TVA. Demain, en 2024, à partir de 2024, on aura d'autres informations à rajouter qui sont peut-être déjà présentes sur vos factures, comme le sirène du client, de la personne à qui vous facturez, pour pouvoir l'identifier. La catégorie de vente, est-ce que c'est un bien ou une prestation de service? Donc ça répond à votre question liée au paiement d'une prestation de service. D'autres, pas exhaustif, cette liste, mais il y aura d'autres mentions qui seront obligatoires sur cette pour être à facture électronique. Non, je voulais juste préciser, effectivement, c'est pas exhaustif parce que là, c'est les principaux éléments. Tous ces champs, ils ont été définis dans une nomenclature de facturation électronique et il y a 26 champs qui sont obligatoires sur une facture. Et ça, c'est dans un premier temps. Après 2026, une fois que tout le monde sera soumis à l'obligation, il y a 8 nouveaux champs qui viendront se rajouter obligatoirement. Des éléments qui devront être obligatoirement présents sur les factures. Donc il ne faut pas retenir ces champs, c'est pas votre problème quelque part, c'est le problème de votre éditeur surtout. Ça risque d'être Ce sera pas un autre problème de paramétrage, mais bien sûr, c'est les éditeurs de logiciels de facturation qui vont se mettre à jour pour intégrer ces nouveaux champs. Mais sans doute que ça nécessitera
des paramétrages et de la mise à jour du fichier client, de paramétrage pour récolter toutes ces informations. Donc, premièrement, le contenu de la facture va être un peu dégradé. Le contenant, donc le format de la facture, aujourd'hui, on utilisait essentiellement, finalement, c'est beaucoup de papier encore aujourd'hui, beaucoup de Word et beaucoup d'Excel. Alors, ce qu'on peut oui, c'est du papier, des comme ça, des facturettes, des comme ça, on en a de moins en moins, mais par contre, c'est vrai qu'on reçoit encore beaucoup de papier, du PDF, du Excel ou du Word. Alors, ça l'est, mais je trouve que c'est déjà plus bon permis d'utiliser Word dans Excel, déjà normalement. Donc, ces formats, demain, ils ne seront plus permis pour entrer dans le schéma de la facture électronique. Demain, on n'aura plus qu'un seul format, un format qui s'appelle notamment, alors on aura la facture X, on aura deux autres formats qui vont s'appeler UBL ou C2I, mais retenez surtout celui de la facture X. La facture X, c'est un format de facture hybride, à la fois lisible par l'œil et par la machine. C'est-à-dire qu'on va avoir un fichier PDF Habituel qui ne changera pas par rapport aux factures vous pouvez le lire normalement. Et dans ce fichier PDF, on va encapsuler un fichier XML, un fichier informatique qui va encoder pas mal d'informations, toutes les informations qu'on a vues juste avant. À titre d'exemple, je pense que vous avez normalement tous à peu près reçu une facture d'accent. Normalement. Si vous n'en recevez pas, si vous avez de la chance. Et vous me donnez un autre nom. C'est simplement l'exemple sur les factures d'accent, parce que ça fait déjà un petit moment qu'on émet des factures qui sont au format facture X. Voilà. Donc vous voyez un PDF, voilà, c'est visible par l'œil, mais par contre, elles ont déjà le petit fichier XML qui est encapsulé dedans. Alors aujourd'hui, ça ne vous sert à rien. Et demain, effectivement, quand il viendra directement sur la plateforme que vous aurez choisie, ça permettra à l'outil informatique de lire toutes les données qui sont sur la facture. Toutes les données de la facture seront extraites par l'ordinateur et transmises à l'administration fiscale et puis à une autre plateforme, et puis de la plateforme de client à son outil informatique pour la comptabilité. Donc retenez bien qu'il n'y aura plus la latitude d'utiliser du papier. Alors, vous pouvez toujours l'imprimer, la facture, c'est pas exclu, mais en tout cas, la facture qui commence, ce sera la facture électronique sous ce format-là. Donc facture X, UBL ou C2I, mais notamment la facture X, qui est un format hybride et qui vraisemblablement sera le plus utilisé. En tout cas, surtout toutes les sociétés, toutes les clientèles, en gros, toutes les PME, ça sera vraiment en grande masse du facture X. Et enfin, le parcours. Donc, pour répondre à l'obligation de la facture électronique, une fois qu'on a mis le bon contenu, une fois qu'on a le bon contenant, il faut que la facture, elle transite par une ou des plateformes en fonction du choix de l'entreprise. Il faut qu'elle voyage, voilà, tout communique. Sachant qu'on aura une seule plateforme publique. Aujourd'hui, il y a Chorus Pro qui existe. On va avoir une nouvelle version qui existe. Dans le langage, on a tendance à parler de Chorus Pro, ça sera sans doute pas Chorus Pro, ça sera peut-être un autre nom. Voilà. Mais c'est la plateforme de l'administration. Ça sera la plateforme de l'administration. Et on aura autour de cette plateforme unique publique tout un tas de plateformes privées qui vont naître, qui sont déjà existantes, qui vont pousser les unes après les autres et qui vont échanger à la fois avec la plateforme publique et puis avec les autres plateformes privées. Je prends l'exemple, madame est inscrite sur la plateforme publique, monsieur est inscrit sur la plateforme privée, vous lui facturez quelque chose, ça va passer, vous allez mettre votre facture sur votre plateforme publique, ça va lui envoyer sur sa plateforme privée et monsieur pourra la récupérer sur sa plateforme. Et c'est la même chose si vous êtes tous les deux sur une plateforme privée, ces plateformes vont échanger ensemble. Et dans tous les cas, ça passera par la plateforme publique. C'est ce qu'on appelle, et vous avez peut-être entendu parler, mais c'est le schéma en Y, le fameux schéma Y de la facturation électronique en France. Dans tous les pays de l'Europe, ce n'est pas encore le cas, donc c'est pour ça qu'ils doivent travailler sur l'uniformiser. Mais le schéma Y, c'est-à-dire qu'on a une entreprise là et une entreprise ici, donc un vendeur et un acheteur. Et dans tous les cas, les deux, ça communique et ça descend vers l'administration par le portail public. Ce qu'on attend sur le schéma là, mais on peut l'évoquer rapidement, c'est que juste avant d'arriver, au moment d'arriver sur le portail public, il y a un répertoire, un annuaire national qui est créé, qui est à jour, avec toutes les connaissances de l'administration, et qui permet finalement de valider
une facture, c'est-à-dire que valider que l'entreprise elle existe bien, que c'est bon, que voilà, donc ça va arriver, c'est un problème de facturation de sociétés qui n'existent pas, de choses comme ça. C'est-à-dire que Si vous facturez une entreprise qui n'existe pas, elle sera rejetée automatiquement. voilà. Ça va bloquer. Donc retenez ce schéma assez simple, de manière la plus simplifiée. Là, c'est très simplifié. Après, On avait fait devant d'autres brouillons de schémas qui étaient un peu complexes. Et là, on a essayé de faire quelque chose d'un peu plus simple. Donc, il y aura des plateformes privées qui vont exister et une seule plateforme publique, type Chorus Pro, qui va communiquer avec l'administration fiscale pour qu'elle ait les informations de facturation des entreprises. Vous avez rajouté des choses? Non, c'est Donc, on va parler brièvement à la fois de ce qu'on appelle la PPF. Alors, retenez ce vocabulaire. PPF, c'est la plateforme publique de facturation, et les PDP, les plateformes de dématérialisation partenaires, qui sont des plateformes privées, publiques et privées. Donc, la première, c'est celle qui, un peu par exemple, son allemande Chorus Pro. Elle aura l'avantage d'être gratuite, mais on ne connaît pas, aujourd'hui elle n'est pas encore sortie, on ne connaît pas son fonctionnement. En fait, elle a l'avantage des gratuites parce que ça va être un service public, c'est l'obligation qui vient du gouvernement, donc c'est un service public. Par contre, il y aura un service minimum, et en tout cas minimal en fonction de leurs besoins à eux, de ce qu'ils veulent recevoir comme information. Et probablement, un peu l'image de Chorus Pro, effectivement, des petites problématiques de suivi, de services après-vente et de voilà. Et à côté de ça, on a des PDP qui vont à minima répondre aux mêmes obligations que le portail public, donc la limite de facture avec les bons champs, etc. Mais qui dit plateforme privée dit service payant. La plupart des cas, alors il y en a certaines qui, a priori, veulent lancer des offres gratuites. On ne se fait pas, c'est gratuit et qu'on paye d'ailleurs. Il y a jamais un gratuit. J'avais une anecdote, une remarque par rapport à ça. En principe, quand quelque chose est gratuit, c'est que c'est vous le produit. C'est ça. Voilà. Donc, si c'est gratuit, c'est qu'en fait, ils vont exploiter vos données d'une manière ou d'une autre. Ce qu'il faut savoir avec les plateformes privées, c'est que nous, déjà, on a testé. On est plutôt satisfait de la réactivité des produits et surtout des services annexes à la plateforme publique qu'elle ne propose pas. Il propose tout un tas d'options payantes ou inclus directement et qui sont plutôt intéressantes. On parle de la validation de factures avec un système de workflow qui peut être qui va intéresser, je pense, des sociétés qui sont un minimum structurées avec plusieurs personnes qui interviennent. C'est un schéma pour valider la facture, valider le paiement. Elles auront pour certaines d'entre elles la possibilité, vont vous offrir la possibilité de payer la facture directement sur la plateforme. Vous recevez une facture, vous aurez son montant, etc. Vous pouvez valider la facture, vous pouvez cliquer sur un bouton et marquer payer. Donc ça va accélérer finalement le process de paiement. Ce sera probablement payant pour certaines des plateformes, mais ça va vous faire économiser du temps. Donc, ce sera un coût direct et ça va vous enlever quelques points directs derrière. Après, on a tout un tas d'autres options qui pourront être. Oui, alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les plateformes privées, du coup, vous comprenez bien que comme c'est un enjeu massif et qu'on est dans un monde très informatisé et très numérique, aujourd'hui, il y a un portail public, comme disait Jean-Baptiste, qu'on n'a pas encore vu, qui n'a pas ouvert ses portes et dont on peut difficilement parler. On a simplement l'expérience d'un Chorus qui fonctionne sur les bases minimum, on va dire. Et l'INPI, alors l'INPI, c'est un autre domaine, mais on voit bien comme ça fonctionne bien. Il est beau, hein. C'est super beau, ça fonctionne pas. Et du coup, eux, ils ont quand même déjà un très gros enjeu, c'est qu'on ne se rend pas forcément compte, mais ils doivent être le réceptacle de absolument tous les flux de factures qui vont se faire en France sur la. Donc, eux, ils ont un enjeu énorme d'arriver à gérer ce flux-là. C'est une masse énorme de documents. Et de l'autre côté, on a des acteurs privés qui sont en ébullition en ce moment. On en a plein, 15, 20, 40, je ne sais pas combien il y en aura. Ils ont un cahier des charges qui est très strict.
Parce qu'il y a des enjeux très importants, notamment sur la sécurité des données, le stockage, enfin, il y a plein de... Il y a pas tout le monde qui pourrait être PDP. Ouais, C'est pas immatriculé par l'État, il y a des charges hyper lourdes à respecter. Un élément qui est ponctuel en plus, c'est pour 3 ans, c'est renouvelable, donc en fait, ils doivent en plus maintenir un certain niveau d'exigence. Probablement que les contraintes vont évoluer un petit peu dans le temps à l'usage, donc ils vont devoir s'adapter sans cesse. Et par contre, on est sur des domaines privés, donc avec beaucoup de levées de fonds, il y a énormément de moyens qui sont mis en place. Et donc là, quand on dit qu'ils sont en ébullition, c'est qu'ils sont tous en train de faire la course à développer la plateforme avec le service qui va bien. Alors aujourd'hui, ce qu'on peut voir, on a fait un peu de benchmark. Aujourd'hui, ils proposent tous à peu près pareil en termes de services additionnels, le paiement, le workflow. Mais on commence à voir certains qui essayent de se démarquer, certains donnent un peu plus de poids sur la gestion. J'avais vu une plateforme qui analyse dans le détail la facturation que vous recevez et qui, par exemple, est capable, vous donne des analyses sur, je ne sais pas, c'était l'exemple d'un boulanger, il prenait l'achat de farine, par exemple, et il comparait le tarif moyen sur les 12 derniers mois, le tarif des concurrents sur une ligne plus ou moins élargie. Enfin, voilà, c'est ce genre d'informations que derrière, on pourra espérer avoir en fonction des plateformes qui seront choisies. Et c'est là-dessus qu'ils vont se démarquer. Alors après, il y a des choses qui seront comprises dans le prix de base, parce qu'il y aura une base, et après il y a les services additionnels avec. C'est un peu comme pour tout. Maintenant, on appâte un petit peu, il y a des choses qui sont un petit peu comprises, et puis après, si vous voulez un peu plus, il faut souscrire les menus pour bien qui peuvent être payants. On est sur un monde privé là qui vont prendre le marché. Et au-delà de ça, alors là, on vient de parler de plateforme d'échange. Au-delà de ça, on a ce qu'on appelle des opérateurs de dématérialisation qui ne sont pas du tout obligatoires, mais on vous en parle parce que vous avez peut-être entendu parler. Et que certains utilisent peut-être déjà aujourd'hui. Ouais, effectivement. Et ces opérateurs de dématérialisation, en fait, ils vont venir s'interfacer entre votre outil de facturation et une plateforme. Aujourd'hui, c'est un petit peu des logiciels de pré-comptabilité ou de suivi de gestion. On a des outils, on en propose certains d'ailleurs avec notre partenaire RCA, qui est un outil qui est un petit peu comme ça, qui permet d'intégrer ces factures d'achat, et ça fait un petit peu de pré-comptabilité, ça fait un peu d'analyse de dépenses par catégorie. Voilà, c'est ce genre d'outils qui sont des opérateurs de dématérialisation. Nous, on a la conviction quand même que les opérateurs de dématérialisation, alors peut-être que ça peut avoir du sens pour vous, mais globalement, pour nos clients, je vous conseille de ne pas y avoir recours. Ça va empiler les couches, empiler les coûts, et probablement que les plateformes privées, si vous avez recours à une plateforme privée, répondront aux mêmes besoins que l'opérateur de dématérialisation. Moi, je pense sincèrement que ceux qui sont aujourd'hui opérateurs de dématérialisation, ils vont tendre à aller sur la BDP pour obtenir l'agrément. Et s'ils n'y arrivent pas, à mon sens, ils vont disparaître parce que se faire racheter, peut-être parce qu'il y a une technologie, peut-être se faire acheter par des BDP qui auront eu l'agrément et qui vont acheter la technologie de pouvoir donner une analyse. Alors, je disais tout à l'heure, l'exemple que je donnais, c'était peut-être un opérateur de dématérialisation. Ils ont récupéré le savoir. Il faut entendre dans opérateur de dématérialisation, notamment, c'est aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la technologie d'OCR. C'est une technologie qui vise à visualiser, à analyser les factures papier, PDF et à en extraire les données. Opérateur de dématérialisation, c'est-à-dire qu'on va finalement dématérialiser le flux avec un robot. Demain, quand tout le monde sera sur la facture électronique, il sera déjà il y aura plus besoin de dire les documents fichiers XML qu'on évoquait tout à l'heure, donc il n'y aura plus besoin finalement de dématérialiser les factures, puisqu'elles seront déjà dématérialisées. Donc, certains, et là où il ne faut pas entre guillemets vous faire avoir, si certains utilisent ce genre d'outils aujourd'hui, à moins que l'éditeur aille sur l'immatriculation comme plateforme partenaire, ça ne remplira pas les obligations de facturation électronique. C'est ça. Vous serez obligé de passer de toute façon par une plateforme, que ce soit privée ou publique. Les avantages de la facture électronique, on l'a vu tout à l'heure pour l'administration fiscale, c'est essentiellement pour recouvrer des montants de TVA qui sont pas dans la nature chaque année. Mais pour l'entreprise, ça va avoir quand même pas mal de vertus finalement. On a pu développer tout à l'heure, donc très longtemps, la loi et l'organisation d'économie. Premièrement, ça devrait accélérer normalement le paiement entre entités.
on aura une facture qui va transiter et qui va arriver plus vite chez le client. Il pourra la valider plus vite. Et bon, s'il a l'argent, en fait, bien évidemment, qui veut payer, il pourra la mettre en paiement plus rapidement. Donc ça, c'est le premier effet positif de la facture électronique. Le deuxième, et c'est celui qui devrait normalement se matérialiser, mais c'est difficile à évaluer finalement, c'est le coût lié au traitement des factures qui devrait baisser. On ne va pas atteindre 0 non plus, mais déjà, pour ceux qui ont du format papier aujourd'hui, on ne va plus imprimer, on ne va plus poser un timbre, on ne va plus envoyer, on ne va plus perdre ce temps finalement. On va passer moins de temps à l'intégration des factures en comptabilité, on va passer moins de temps à échanger d'un bureau à l'autre une facture, puisque ce sera déjà dématérialisé sur une plateforme. Donc, voilà. Donc on diminuera tous ces temps, et en diminuant du temps, on devrait normalement diminuer le coût de traitement, le coût des coûts cachés. Il y a des coûts directs, hein, tu sais, l'affranchissement, l'impression d'un papier, le papier, voilà, l'envoi, et des coûts qui sont plus indirects. Hein, c'est-à-dire que la personne qui ouvre le courrier, qui classe la facture, qui va le scanner, qui va faire passer d'un service à un autre. Donc tout ça, c'est des temps qui vont être gagnés. Donc il y aura des économies de temps et donc d'argent, des économies financières sur ça. Et après, il y a, comme on disait tout à l'heure, Jean-Baptiste, si en tout cas vous faites le choix pour votre plateforme de partenaire privé, il y aura un coût qui sera direct et finalement qui viendra un petit peu tamponner ça, mais normalement, dans les études un peu qui sortent par rapport au coût de traitement d'une facture, c'est une facture fournisseur ou une facture qu'on met, vous êtes un gagnant financièrement sur le temps. Si on en croit les études, en tout cas, c'est toujours pareil, c'est des études d'estimer le coût pour le traitement d'une facture entrante ou sortante. A priori, on a quand même des économies. Ça, c'est aussi important. Alors, notamment pour les entreprises qui sont un peu moins organisées et qui n'ont pas une comptabilité à jour tous les jours, finalement, ça vous permettra, le fait d'avoir recours à une plateforme, de suivre finalement l'état des factures. L'argent qui est dehors, finalement, donc ce que vous doivent vos clients et ce que vous devez à vos fournisseurs. Ça, c'est un indicateur finalement que vous suivez peut-être déjà à travers certains outils, mais qui pourra être suivi avec les plateformes. Ça, ce sera intéressant. Il y a une autre information qui va pouvoir être intéressante aussi, parce que des fois, on a une facture, elle n'est pas payée, on ne sait pas trop pourquoi, est-ce qu'il y a un problème, est-ce qu'on cherche par là, c'est assez clair. La facture, elle arrive. Voilà, la possibilité, j'accepte, je refuse, machin. Alors que là, à la limite, si elle est refusée, vous, en temps réel, vous saurez, mince, il n'a pas accepté ma facture. Bon, bah, allô, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, d'accord, je peux corriger. Et des fois, après, pour le livre, des fois, de corriger une livre, ça va plus vite pour se faire payer, finalement, corriger sa facture, se faire payer, que d'attendre 2 mois, la relance, et après, il fait une facture, et voilà. Ça accélère un petit peu. Pouvoir, en fait, pour accélérer le processus. Vous avez des questions, peut-être? N'hésitez pas. Hein. Après, ouais, on proposait de finir et peut-être de faire des questions plutôt à la fin, ça sera peut-être plus fluide. Si vous êtes d'accord. Alors, on parle de quelque chose qui fâche, les pénalités si on n'adopte pas finalement cette obligation. Premièrement, c'est surtout pour dire que c'est vraiment obligatoire. Voilà, premièrement, elle est pécuniaire si vous n'émettez pas. Alors là, on est dans le cas, les risques encourus si on ne dépose pas sa facture, donc sa facture de vente sur une plateforme. On est sur 2026. Là, on est sur 2026. C'est 15 € par document dans la limite de 15 000 €. Bon, ça peut être beaucoup ou pas beaucoup pour certaines entreprises, mais ça commence à piquer. Le deuxième risque, c'est que si vous ne l'envoyez pas et que votre client l'attend sur votre plateforme, il ne va pas la recevoir, donc il ne va pas vous la payer. Celui-ci, il est plutôt pour 2024. Hein. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas inscrit et que vous ne recevez pas la facture de Orange, de EDF, c'est-à-dire que normalement, ils ne vous l'enverront pas sur un autre format. Comment elle est prélevée, finalement, c'est plus de tranquillité. Et si vous n'êtes pas prélevé et que vous ne payez pas parce que vous n'avez pas reçu la facture, vous risquez effectivement des pénalités du fournisseur pour paiement en retard. Et puis ces deux items, on les a vus juste avant, le traitement devrait être accéléré en ayant recours à la plateforme. Oui, si on n'y a pas recours, on passera toujours plus de temps à intégrer les éléments et donc à bâtir de coûts cachés assez importants. Le mode d'emploi, alors tu avais peut-être quelque chose parce que tu avais oui. Là-dessus. En fait, c'est une question, je ne sais pas pourquoi vous vous posez la question, est-ce que vous aviez déjà vu sur la clinique. On a un sujet qui est revenu plusieurs fois quand on a eu l'occasion d'en parler avec
avec les clients, mais même avec nos collaborateurs. Qu'est-ce qui se passe pour… c'est les exemples qui reviennent le plus souvent, les notes de restaurant, les tickets de péage, et puis plus globalement, les notes de frais. En fait. Alors, il faut déjà distinguer les notes de frais des collaborateurs, les notes de frais, on va dire, des dirigeants, où sont une dépense directe avec une carte bleue, qui sont des frais de déplacement, et voilà. Alors, la note de frais du collaborateur, déjà, normalement, il avance les frais, on le rembourse en théorie via son bulletin de salaire. Maintenant, tous les éléments doivent passer par les DSN, donc c'est un peu tracé. Mais là, du coup, normalement, on est sur des factures. Il ne fait pas forcément faire une facture dans l'entreprise, en fait. Il a un assurant, il paye sa note, ou même un hôtel, c'est pas forcément au nom de l'entreprise. Donc, dans ce cas-là, l'hôtel ou le restaurant qui fait une note à un collaborateur qui se déplace, qui a pris sa note, pour le restaurant, c'est comme s'il avait fait une vente à un particulier. Donc, lui, il n'est pas dans l'obligation d'émettre une facture électronique. Donc, le salarié, on lui remboursera sa note de frais. Normalement, si vous faites les choses via son bulletin de salaire, un peu normalement. En termes de TVA, parce que des fois, il y a un peu de TVA à récupérer, et justement, ça fait partie des cas où il sera admis qu'on puisse corriger le montant de la TVA déductible quand elle sera pré-remplie, d'ici quelques années par l'administration. En revanche, pour ce qui est des dépenses, on va dire, de dirigeants, ou en tout cas en paiement direct avec la carte bleue, par exemple, de la société, c'est un peu compliqué, ils sont en train de travailler dessus. Aujourd'hui, a priori, en tout cas sur la mise en place, ce qui devrait se passer, c'est qu'il y a une tolérance sur des petits montants de facture jusqu'à 150 €. Vous êtes en restaurant au péage, vous êtes tranquille, le restaurateur aussi, vous êtes en dessous, ils admettent qu'on ne fasse pas une facturation électronique. Par contre, une note de restaurant qui serait au-delà de 150 €, il faudra que vous donniez au restaurateur les coordonnées exactes de votre entreprise pour qu'il puisse vous faire une facture et vous l'envoyer sous format électronique sur la plateforme, avec le même schéma, les mêmes obligations que ce qu'on a vu et qu'on va continuer de voir. Pour les péages, ils vont inciter de plus en plus, ils le font déjà, mais à prendre les badges et les péages pour avoir une facture et qui sera vraiment dans le champ de la facturation. Il y a un tas de dépenses qui aujourd'hui sont. Alors, et bien, les dépenses de restriction, mais les dépenses qui sont en direct. Vous allez au parking, vous retirez un ticket, ça va pas être marqué parking. C'est pareil. Voilà. Donc là, on n'a pas encore de solution, mais ça vient. Et après, ils parlent des principes d'identification, donc ils sont en train de réfléchir à des choses. Et c'est là, tout à l'heure, on évoquait l'Italie qui est un petit peu plus en avance. Ils sont en train de mettre en place un système d'identification. Et en France, ils y réfléchissent, mais pour l'instant, sur le format, on ne sait pas encore exactement. Ça parle peut-être d'avoir une sorte de carte d'identité qui serait peut-être sur le téléphone sous forme de QR code, c'est-à-dire qu'on scannerait au restaurant le QR code et automatiquement, ça donnerait au restaurateur toutes les coordonnées pour envoyer la facture directement. Ça peut être quelque chose qui sera greffé, alors en partenariat avec les banques, mais greffé directement sur la carte bleue. Au moment du paiement, ça transmettrait les informations de l'entreprise. Voilà, donc ils sont en train d'étudier un petit peu des pistes pour traiter ces cas particuliers là. Est-ce que vous êtes tous concernés par la TVA autour de la table? Oui. Vous êtes tous assujettis? Ouais. Si tu peux. C'est dommage parce que c'était plus simple de dire non. On aurait excusé le truc, ça a été plus simple. Bon, bah, si vous n'êtes pas dans le champ de la TVA, parce qu'il n'y a pas l'air d'être le cas, je pense qu'on va dire c'est peut-être la même chose, vous n'avez pas l'obligation d'émettre des factures électroniques comme on l'a dit tout à l'heure. Si vous êtes dans le schéma de la TVA, bah là, il y a plusieurs options plusieurs obligations en tout cas, mais ça sera en fonction des cas. Et on va commencer à rentrer dans du vocabulaire un petit peu plus technique. Anglo-saxon, on va dire, mais qui est la norme dans le. C'est le vocabulaire qui est la norme dans toutes les structures, enfin, toutes les. Retenez qu'on a la notion de e-invoicing et de e-reporting. Donc dans e-invoicing, c'est la facture. De e-reporting, c'est-à-dire que c'est de donner un rapport reporting à l'administration fiscale. Donc la première notion, et ça on l'évoque depuis presque le début de la matinale, c'est le e-invoicing, ça c'est ce qu'on vient de voir, c'est la facture électronique. Quand une entreprise assujettie à TVA en France échange avec un autre assujetti à la TVA en France, elle va être cadrée, l'opération,
par la notion de e-invoicing. Donc le schéma, on fait une facture avec le contenu, le contenant, et ça passe par des plateformes. Ça, on vient de le voir ensemble. Après, on a une notion de e-reporting qui va concerner d'autres cas. J'ai un boulanger. On a des viennoiseries, on a acheté les viennoiseries tout à l'heure. Ben lui, il vend à du particulier notamment. Ou à un pro, il peut lui faire une facture, mais notamment, il va vendre à du particulier. Qu'est-ce qui va se passer dans son cas? Le particulier, lui, il ne va pas être identifié sur une plateforme, s'il n'a pas de numéro de SIRET. Quand bien même, les informations de facturation, il va falloir qu'elles remontent à l'administration fiscale. C'est là qu'on a la notion de e-reporting. Donc, quand on est assujetti à TVA et qu'on vend à des non assujettis à TVA, donc typiquement des particuliers, ou on effectue des opérations à l'international. On évoquait tout à l'heure des facturations avec l'Italie, l'Espagne ou plus loin dans le monde. Eh bien, on aura la notion de e-reporting. Qu'est-ce que c'est que le e-reporting? C'est faire remonter à l'administration fiscale les informations de facturation liées à ces opérations qui n'ont pas fait l'objet de e-invoicing. Donc, si on reprend le cas particulier de notre boulanger, qui bien évidemment est équipé d'une belle facture, une belle caisse enregistreuse depuis 2018, tout le monde a, bien évidemment. Eh bien, en fonction de son régime de TVA, on ne va pas rentrer dans le détail, il devra faire remonter périodiquement les informations de son chiffre d'affaires à l'administration fiscale. On peut rentrer un tout petit peu dans le détail parce que quelqu'un qui est, alors ça vous parle sans doute un petit peu tous, mais quelqu'un qui serait sur un régime mensuel de TVA, le e-reporting, c'est 3 fois par mois, c'est tous les 10 jours. Donc du 1 au 10, du 10 au 20, du 10 du 20 à la dernière jour du mois. Avec 5 jours ou 10 jours, non, 10 jours plus. C'est-à-dire que du 1 au 10, il faut déclarer avant le 20, voilà, vous avez compris. Donc en fait, Ça veut dire qu'ils vont sur les marchés, là, il faut qu'ils fassent ça tous les 10 par jours. mois. Ouais. Ou alors, c'est pour ça que c'est quand même important, si c'est une TVA À partir de trimestrielle, 2026. si c'est TVA trimestrielle, c'est une fois par mois. Et ça concerne aussi les gens qui sont en franchise, de micro, même les tout petits, c'est-à-dire qui sont pas à la TVA parce qu'ils sont trop petits, donc c'est une fois par mois. Voilà, donc c'est une vraie obligation. Et c'est vrai, quand on parle de facturation électronique, et depuis le début, on ne parle plus de facture, et on a tous en fait des factures, l'obligation qui incombe au sens large de la facturation électronique, c'est le e-invoicing et le e-reporting. Voilà, c'est-à-dire que vraiment tout le monde est concerné. Même ceux qui ne mettent pas de facture, comme le boulanger qui ont ses bagages machin, il faut que 3 fois par mois, ils remontent les informations à l'administration. D'où l'importance, après, comme on l'occasion Baptiste, alors on maîtrise pas toutes les caisses, en machin, mais il y a déjà une obligation depuis 2018 sur les caisses enregistreuses qui sont quand même vraiment normées sur un fonctionnement. Ce qu'on ne dit pas, c'est que demain, elles sont toutes connectées aussi à des plateformes et qu'automatiquement, elles feront remonter sur la plateforme les éléments pour que ça se fasse de manière automatisée. Enfin, on est sur un monde qui est de plus en plus automatisé, donc je ne plains pas que la personne qui est bien équipée avec les nouveaux outils, ça ne soit pas remonté automatiquement, ça sera plus compliqué pour ceux qui sont aux armes. Oui, disons qu'en fait, c'est même au-delà de plus compliqué, c'est que ça se verra. Je pense que celui qui est vraiment pas aux normes, à un moment donné, ça se verra. Pour répondre à la question de madame de tout à l'heure, on a 2 régimes de TVA. On a le régime de prestation de service, le régime d'encaissement. On paye la TVA collectée que quand on encaisse la prestation. Et puis on a le régime de TVA sur biens et services, sur les débits. C'est-à-dire qu'on émet une facture, on paye la TVA tout de suite. On est redevable de la TVA, quel que soit. Si la facture a été payée ou pas par notre client. Quand on est prestataire de service, donc en TVA sur encaissement, eh bien, il faut aussi donner l'information à l'administration fiscale si la facture a été payée ou pas, encaissée ou pas. Pour qu'elle ait l'information de savoir si la TVA elle doit être déclarée ou pas. Donc ça aussi, ça passe via le e-reporting. En fait, ça fait partie des éléments à remonter à l'administration via le e-reporting. Et d'où l'intérêt, tout à l'heure, on évoquait les plateformes privées qui ont proposé des systèmes de paiement. La plateforme qu'on teste depuis 2 ans, il y a une connexion effectivement avec la banque. Il y a quelque chose qui peut en plus être assez fluide. Alors nous, on est un peu structuré, donc on n'utilise pas ce système parce qu'on a d'autres systèmes de gestion de notre trésorerie, mais je pense à des sociétés de taille intermédiaire, plutôt que de se connecter sur la banque et de faire un virement à l'un à l'autre.
vous pouvez dire, j'ai 10 factures qui arrivent à échéance, je sélectionne mes 10 factures payées. Avec 10 fournisseurs différents. Voilà. Ah bah oui, 10 fournisseurs différents, il y a un truc avec la banque, ça génère des virements, c'est encadré et tout ça, donc c'est même, ça va, encore une fois, je pense, vous permettre de gagner du temps sur ces structures-là. On parle pas de grosses boutiques bien structurées, mais je pense aux artisans, au commerce, même aux PME de taille, voilà, où souvent le dirigeant il s'occupe de ces choses. Voilà. Ça permettra de gagner du temps. Souvent, ça va être des services qui vont être payants. Mais par contre, ça a aussi un gros avantage, c'est que ça mettra à jour automatiquement ça aussi. Si vous gérez les paiements directement par la plateforme, ça mettra à jour. Si vous ne le faites pas, ce qui est notre cas par exemple, si on ne le fait pas, on verra dans le temps, mais pour l'instant, on ne le fait pas. Toutes les factures, il va falloir que j'aille aussi, moi, donner l'information, c'est CLP, c'est CGD, c'est là le prix. Ça va être ça. Pour une société comme Manos, ça va être ça pour moi un peu fastidieux. Donc, j'attends de voir aussi comment ça va évoluer, voir de quelle manière, peut-être dans mon logiciel, je vais pouvoir transmettre l'information à cette plateforme pour que je l'intègre directement aussi. Parce que une des clés de tout ça, on l'a pas trop évoqué, mais c'est que tout doit être interopérable et communiquer en les plateformes. De toute façon, c'est dans les charges doivent être interopérables, c'est-à-dire que déjà pour avoir un règlement, il faut être capable de communiquer avec les autres plateformes. Celle de l'administration, forcément, de les autres. C'est-à-dire que si vous voulez nous suivre, par exemple, sur la plateforme que nous on aura choisie pour un petit peu mettre en lumière, et que vous avez un client qui est sur une autre plateforme ou la plateforme publique, c'est pas grave en fait, elles vont communiquer entre elles. Voilà. Et les éditeurs logiciels, les vôtres comme les nôtres, à un moment donné, ils auront tout intérêt à faire en sorte d'être le plus communicant aussi possible avec ces outils-là. À la fois pour votre gestion commerciale puisse envoyer les factures directement sur les plateformes, et pour votre outil comptable puisse intégrer le flux en comptabilité. Pas encore. Si. Non, mais c'est qu'on n'était pas passé. Ah oui, pardon. J'ai cru que c'était même. Oui, c'est ce qu'on évoquait. L'avantage d'avoir recours à une plateforme privée, c'est qu'elle va proposer des choses qui vont au-delà des obligations que propose la plateforme publique, et notamment ce que disait Mathieu, la gestion des paiements, la gestion du e-reporting. Le fait d'avoir recours à une plateforme privée vous permettra d'avoir qu'un seul outil pour intégrer toutes les obligations qui vous incombent. Ça vous évite d'aller sur une plateforme, si vous êtes sur la plateforme publique, d'aller sur la plateforme publique, de faire d'autres choix. Voilà. Ça permettra d'intégrer pas mal d'obligations directement sur ces plateformes. Si je reprends votre exemple, monsieur, là, vous faites une facture en Espagne. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, aujourd'hui non, en 2026, on va dire, dans l'obligation, vos clients en France, vous allez leur faire une invoicing, une facturation électronique, plateforme à plateforme. Vos clients en Espagne, du coup, vous n'êtes pas sur la même obligation. L'État français attend pas une information particulière en facturation électronique, mais plutôt en e-reporting. D'accord? Donc, le portail est public. Lui, en facturation, les factures à déposer, il attendra que les factures pour la France, en fait, les factures e-invoicing. Par contre, votre facture en Espagne, il ne la veut pas en facture, il veut vous la mettez dans votre e-reporting. D'accord? Donc, ça fait deux choses à gérer. En tout cas, c'est les informations qu'on a à date. Les plateformes privées, notamment celles qu'on utilise, elle est capable, en fait, de faire le tri, c'est-à-dire vous déposer toutes vos factures sur la plateforme, et en fonction du numéro sirène, ou en Espagne, c'est pas le même, il dira que c'est pas, ou s'il faut une facture en particulier et que c'est pas, lui, il saura, celle-là, je sais, c'est du invoicing, j'envoie la facture, celle-là, elle va être dans le e-reporting, je collecte les données pour envoyer dans le e-reporting. C'est aussi un des autres avantages des plateformes privées qui vont être capables de faire le choix, de faire le tri finalement des informations, alors que la plateforme, comme on disait, service minimaliste, c'est-à-dire que moi, la facture en Espagne, elle ne m'intéresse pas parce que moi, je l'envoie nulle part, je ne la veux pas. Par contre, il faudra me la mettre dans le e-reporting. Donc, c'est là aussi c'est un avantage pour la plateforme privée, effectivement. Ça permet de moins jongler sur dans quel cas je me trouve, là, il faut que je fasse du reporting, il faut que je fasse du ici. Là, on ne se posera pas forcément la question. On déroulera tout et ce sera l'outil qui analysera et fera les choses comme il faut les faire. Donc, nous, on conseille d'aller sur un outil qui gère finalement cette obligation de manière un peu plus simplifiée.
Je pense que l'enjeu pour vous, pour nous, pour les entreprises, c'est d'essayer d'aller vers l'outil qui sera le plus fluide possible, qui va mieux s'intégrer avec vos outils déjà et qui permettra d'être le plus fluide possible dans votre organisation. Concrètement, comment ça va se passer? Le schéma de facturation, tout à l'heure, on l'a vu, ça passe d'une plateforme à une autre et par la plateforme publique et par l'administration fiscale. Et globalement, comment dans vos process, il va falloir découper les étapes. On a donc là une facture en réception, on va la recevoir sur notre plateforme. Alors si elle est conforme, parce qu'elle a tous les champs, etc., elle sera validée de manière automatique par la plateforme. S'il manque une information, elle sera automatiquement rejetée. Vous n'en aurez pas parlé, mais par contre, votre fournisseur va falloir qu'il corrige pour la remettre. Donc ça ne vous regardera pas forcément. Vous pourrez la valider ou la rejeter si vous n'êtes pas d'accord, ou la valider de manière partielle, en litige ou quoi que ce soit. Vous pourrez programmer un paiement en fonction des options que vous voulez avoir entre autres, et les intégrer en comptabilité de manière quasi automatique, puisque la facture, toutes les données issues de la facture seront dématérialisées. On aura un fichier qui pourra être intégré en comptabilité, et ça va minimaliser finalement l'intervention de la saisie en comptabilité de la facture. On aura le nom du fournisseur, on aura le montant hors taxe, on aura le montant de la TVA, la date, le numéro de facture, toutes les informations utiles à la comptabilité finalement, elles seront déjà pré-matchées. Donc on pourra les intégrer de manière un peu plus automatique. Alors, on aura quand même un système de vérification, mais ça devrait accélérer finalement l'intégration des flux en comptabilité. Les données de la facture seront intégrées dans le chèque comptable. Effectivement, il y aura toujours plutôt que de saisir, de rentrer une facture à la main, on va plutôt être sur une phase de validation de flux. On dit en fait, on va voir arriver des flux, des factures, et on va valider que les comptes sont bons, que les montants sont bons, que le numéro de la facture. Voilà. Mais ça aura un gros avantage. Alors tu dis que les montants sont bons, mais normalement ils seront bons. En fait, ils ne peuvent pas être. En fait, je parle de ça parce que c'est plus notre expérience là depuis 2 ans. On utilise donc la plateforme jefacture.com, qui est la plateforme qui sera une PDP, une plateforme qui a été développée par des experts comptables et qui s'interface bien avec notre logiciel. Peut-être que certains d'entre vous l'utilisent. C'est un logiciel qui est assez performant et qu'on n'hésite pas à proposer à nos clients. Pour le coup, cette plateforme et ce logiciel ont vraiment fait une passerelle. Et moi, je commence à mesurer que effectivement, ça nous impacte un petit peu notre organisation. Pour autant, aujourd'hui, on reçoit encore assez peu de factures au bon format Facturix. Et donc, on est encore, et il y aura cette période hybride, un peu, vous l'avez compris, hein, jusqu'à 2026, on reçoit beaucoup de factures en PDF. Et on est encore sur cette phase un peu de vieille technologie déjà obsolète, de l'océanisation, de la lecture du document. Donc la plateforme est capable aujourd'hui de lire le document, de traiter les éléments, de transformer la facture dans un format Facturix qui est attendu par l'administration et de l'envoyer, de le diriger vers mon logiciel de comptabilité. Voilà. Par contre, on est sur l'océanisation, donc il y a parfois quelques ratés parce que c'est une machine qui lit l'information et que parfois si la facture n'est pas très claire ou comme ça. Donc là, on a un peu de boulot de lecture, de vérification, de correction. Mais c'est vrai, comme disait Jean-Baptiste, en 2026, quand 95% des factures, 90% des factures pour nous vont arriver au format Facturix, parce qu'on est beaucoup sur du B2B assujetti français, logiquement, il n'y a plus d'erreur possible, parce que toutes les informations sont codifiées, les montants, le hors-taxe, il doit être là, il est là, le TDC, il est là, le nom du client, machin. Donc en fait, demain, en fait, ce qui va arriver dans la comptabilité, ça sera, normalement, 99%, ça sera juste. Et puis ça évitera surtout l'erreur humaine. On saisit une facture, on oublie la virgule, on inverse un chiffre, et après qu'on se base sur la compta pour payer la facture, on se dit mince, alors des fois on paye moins, c'est très grave, quand on paye avec 0 plus. Voilà. Donc là, ça permettra de limiter ces erreurs-là et tout ce qui en découle. Ce qui est intéressant pour nous, mais comme pour vous, peut-être plus des boîtes un peu structurées, mais quand on suit un petit peu sa compta, qu'on essaye, et en fait, ça nous permet de tendre de plus en plus vers de la compta un peu en temps réel. Puisqu'aujourd'hui, même si on fait tout, si on fait du travail pour vous mensuellement, on a des clients pour lesquels on fait 100% de la comptabilité, certains sont structurés, ils font leur comptabilité en interne, et en fait, l'enjeu, c'est d'avoir une comptabilité qui soit le plus à jour possible,
Ça permet en fait, parce que finalement, le schéma, quand il fonctionne bien, quand il n'y a pas de blocage, une facture entre le moment où elle est émise et le moment où elle arrive dans la comptabilité, il se passe pas beaucoup de temps, quoi. Et ça va aller de plus en plus vite. Alors, effectivement, au passage, il y a le moment où j'accepte ou j'accepte pas la facture. Mais si le schéma il va bien et qu'il n'y a pas de blocage, ça arrive assez vite dans la comptabilité. Et la dernière brique, l'archivage. Donc l'archivage, légalement, il est de 10 ans. Et ça, la plateforme s'occupe pour vous d'archiver légalement la facture sous format électronique dans sa. Ça veut dire que sur votre plateforme, vous aurez une bibliothèque de vos factures fournisseurs, mais comme vos factures classées, accessibles visuellement pour les télécharger, etc. Elles sont toutes classées par des plateformes, mais il y a qui classe par fournisseur et c'est hyper pratique. Pour rechercher une facture, on peut faire des tri, on peut faire des recherches par montant, on peut rechercher par fournisseur, par montant, par date, et ça c'est assez pratique. Au niveau de l'émission, donc là on parlait de la réception, l'émission, donc qui interviendra vraisemblablement pour vous à partir de 2026. Comment ça va se passer? Est-ce que vous réalisez vos factures avec un logiciel? J'espère que il y en a encore qui le font sur Excel ou sur Word. Alors nous, on a un mix. Ouais. Parce qu'on a des grosses situations. D'accord. Et quand elles sont très compliquées, ils les font. La trame, l'avancement de travaux sous Excel. Ouais. Et je génère. Ah, mais après, voilà, la facture, Mais après, on intègre notre facture qu'on sort avec notre PDF, on fait un mix dans notre PDF. Voilà. C'est tout tracé par votre. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous mettez un détail de facturation, c'est un document PDF qui vient s'adjoindre à la facture. On a notre descriptif avec l'avancement en pourcentage sous Excel. On transforme en PDF, on envoyé. Et on fait notre page facture avec montant, taxe, TVA, auto-liquidation, c'est aussi. Et oui, finalement, c'est l'annexe à la facture après que vous joignez en détail. Parce que ce schéma-là, finalement, le point de départ, on fera toujours nos factures avec un logiciel. Et s'ils ne le font pas, et ce serait bien dommage pour vous, normalement, ces logiciels vont se mettre à jour à la fois pour mettre des niveaux de contenu un peu plus élargis, comme on l'a vu tout à l'heure, par des informations qui sont un peu obligatoires. Et puis, notamment, et c'est ça le plus important, que votre logiciel soit interconnecté avec les plateformes, notamment celles que vous allez utiliser, et la plateforme publique à minimum. Donc si demain vous utilisez un logiciel qui n'est pas interconnecté avec une plateforme, eh bien, ce sera bien dommage. Ce sera dommage. Ils ne pourront pas faire vivre. Non. Les éditeurs logiciels, je pense que les éditeurs logiciels vont faire des API pour être interconnectés avec les plateformes. Et honnêtement, je pense que certains ont déjà commencé. Je sais que le nôtre, celui sur lequel on fait nos factures, s'est adapté déjà depuis un certain temps, parce que l'idée qu'on faisait des factures X. Et même celui que c'est le moment où on fait un petit peu de discours commercial, c'est le logiciel de facturation qu'on propose aussi à nos clients, qui fonctionne très bien. Mail facturation rapide, qui fonctionne très bien et qui aussi depuis plusieurs mois est opérationnel pour mettre des factures X. Et il sera interconnecté avec. Ah ben il sera, oui, il est déjà connecté, il est capable de mettre des factures, mais il est déjà dans le bon format. Donc si présent vous en ligne, vous avez des problématiques de logiciel, vous êtes en train de faire des factures sur Word ou Excel, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour qu'on vous montre, fasse une démonstration rapide de notre logiciel de facturation qui fonctionne très bien. Merci Laurent. Donc vous éditerez votre facture sur votre logiciel ou sur l'autre, encore mieux. La facture sera automatiquement envoyée sur la plateforme de votre choix. Cette facture va être émise sur la plateforme de votre client. C'est votre client, il aura accès à cette facture. Ce qu'il faut bien pointer, c'est que c'est pas quelqu'un qui a une WD-40. La facture elle sera stockée automatiquement sur l'espace sur la plateforme. Vous pourrez suivre l'état de la facture, savoir qu'elle a été acceptée, rejetée, payée directement sur votre plateforme. Et effectivement, c'est la paye TPE. Tout à l'heure, on l'évoquait en fonction des plateformes et des options qu'elles proposent. Vous pouvez relancer votre client
avec un bouton de relance. Si après été payé, vous pouvez le relancer pour directement depuis votre plateforme. En conclusion, ce qui est important, c'est de bien identifier vos besoins, bien identifier votre organisation et de savoir, pour savoir vers quelle plateforme il faut vous diriger. Il y en a tout un tas qui vont peut-être être satisfaits de la plateforme publique, mais nous, on a la conviction que le timing, de toute façon, tout le monde va passer sur une plateforme et ça peut être un bon timing pour aller vers une plateforme privée pour s'équiper notamment de services additionnels comme on a pu l'évoquer tout à l'heure. Donc, il va falloir, individuellement, mais là on pourra vous accompagner sur le sujet, benchmarker finalement les plateformes qui existent sur le marché. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à date, il n'y a aucune plateforme qui n'est immatriculée par l'administration fiscale. L'admission a été ouverte en mai-juin et on aura la réponse, si ce n'est pas septembre, Ouais, septembre, je crois que c'est à partir de septembre. Donc c'est là où c'est un peu compliqué en fait, de communiquer sur une plateforme parce qu'aujourd'hui, en fait, on n'a aucune qui est immatriculée et on n'est pas sûr que même celle qu'on utilise, bon, on espère qu'elle le sera, mais on n'est pas sûr qu'elle le Ce sera. qui est compliqué, c'est que le cahier des charges est vraiment très complexe. Et comme je dis, sur en ébullition, ils travaillent tous sur ce cahier des charges pour arriver à voilà. Et je pense qu'ils ne savent pas trop comment le tourner parce que ces agréments, ils auraient déjà été donnés. Finalement, ils ont repoussé. Ils ont dit on va faire 1 an probatoire et après on décidera. Mais c'est compliqué aussi parce que il faut essayer une plateforme, ils ont 1 an, puis au bout d'1 an, on dit bah non, vous n'avez pas l'agrément, c'est une chose. Alors, bien sûr, c'est des partenaires privés, donc vous n'avez pas, signez pas avec une plateforme, vous pourrez choisir les notions de portabilité. Ne me demandez pas exactement comment ça se passe, mais je pense que vous pouvez transférer les données d'une plateforme à une autre, enfin vous pouvez changer de plateforme en cours de vie. Hein, voilà. Mais effectivement, il y a cette incertitude. Nous, la plateforme qu'on utilise et qu'on va sans doute garder, c'est celle qui est portée par leur expert comptable de facture, parce que a quand même confiance dans l'outil. Ils ont déjà fait d'autres outils qui sont utiles à la profession, qui font pignon sur rue depuis 20 ans. Ils ont quand même les reins assez solides. Après, c'est pas des acteurs privés, start-up qui lèvent des millions et des millions. Donc peut-être qu'ils iront un peu moins loin dans les trucs très novateurs, mais au moins, à peu près sûr qu'ils auront l'agrément et que ça fonctionnera plutôt bien et que ça sera fiable en fait. Donc c'est pour ça que nous, on était plutôt partis sur cette plateforme-là. C'est cette contexte, en tout cas, il faut être assez vigilant parce que probablement vous allez être démarché par les acteurs nouveaux qui, comme l'évoque Mathieu, n'ont pas forcément les reins solides et qui vont vous proposer des outils merveilleux qui vont pas bien fonctionner sur le papier, mais qui en réalité, peut-être que ça va bien fonctionner, mais qui en réalité ne vont pas forcément bien être interopérables avec d'autres plateformes, bien fonctionner, etc. Donc il faudra être hyper vigilant. L'idée, c'est d'aller sur une plateforme et d'y rester, et pas d'échanger tous les 3 mois. Ça va être assez, oui, parce que c'est possible, mais je pense que ça sera un peu désorganisant. Après c'est vraiment là, et je confirme ce que Jean-Baptiste, je pense que vous allez être extrêmement sollicité, puisque c'est dans 1 an. Donc là, dans les 6 prochains mois, dans les 12 prochains mois, vous allez être extrêmement sollicité parce que tout l'enjeu de ces acteurs privés, là, qui est en mode start-up, et même la nôtre, hein, tout l'enjeu, c'est d'essayer, pendant les 12 mois qui arrivent, de convaincre le plus de gens possible. Parce que c'est ce qui va faire le prix dans leur monde à eux, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'à l'arrivée, dans 12 mois, j'ai eu que 1% du marché ou j'ai eu 25% du marché, ça ne sera pas la même, en fait. Et c'est vrai que comme il y en a beaucoup qui se montent en mode start-up, à un moment donné, s'ils ont raté le coche et qu'ils n'ont pas les clients, eux, ils risquent de qualifier assez vite. Donc, et ceux qui seront arrivés sur cette plateforme seront un peu embêtés à changer de plateforme, mais pourront recommencer une certaine organisation. Voilà. Bon, encore une fois, faites-vous pas peur, hein, ça sera possible de changer, c'est juste que ça sera chiant. Vraiment, on va y passer du temps. Familiarité, mais voilà, ça sera ça. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour le choix d'une plateforme. Nous, comme l'évoque Mathieu, on a sgfacture.com. On a testé aussi d'autres plateformes. On va en tester probablement une autre. Alors, je n'ai même pas le nom, mais c'est celle du Village Connecté, qui est interopérable avec notre outil, notre éditeur en direct. Et de par expérience, tous les outils qu'ils proposent, ils sont très bien faits, hyper intuitifs et très fonctionnel. Donc, on n'a pas encore pu le tester parce qu'on n'a pas encore pris le temps, mais on va le faire et on vous fera un retour sur cette. C'est une des difficultés qu'on a nous en fait pour vous accompagner. Après, on
fait un peu de benchmark, on en a vu, on a fait plusieurs présentations avec plusieurs éditeurs. On en a vraiment testé une, mais parce que c'est compliqué, parce que tester pour nous aussi, il faut adapter notre organisation pour tester. Il faut convaincre Au-delà de la tester, en fait, c'est convaincre un client de bien vouloir nous suivre aussi pour être en test, hein, parce que c'est ça aussi, on a testé. Il y a ça, mais au-delà de tester, ça fait 2 ans et demi, nous, on a adopté pour la gestion interne de la compta d'Axence, on est sur le facture.com. Voilà. Et ça fonctionne. Alors, au début, c'était compliqué parce que c'était un peu nouveau. Et puis, on l'a vu évoluer, hein, Au du temps, on a progressé, il progresse tous les mois, il travaille dur. De toute façon, au début, il y avait des latences, avec quelques bugs, et puis plus le temps passe, plus c'est cohérent. Après, ce que je veux dire, c'est qu'on ne pourra pas toutes les tester, donc on n'aura pas forcément un avis très profond sur toutes les plateformes. Après, on pourra quand même vous accompagner dans l'organisation générale, vous aider à mettre en place ce système-là, voir comment ça peut s'intégrer dans nos outils. Mais c'est sûr qu'on sera peut-être plus à l'aise pour vous parler des outils qu'on connaît. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que ça va mécaniquement changer en fait votre organisation administrative. Vous pouvez recevoir du courrier, ouvrir l'enveloppe, la faire viser, etc. Là, ça sera tout sur le plateforme. Ça va fonctionner au début parce que, comme tout changement, c'est difficile de le passer, mais une fois qu'il aura été intégré, normalement, ce sera plus en place technique. L'enjeu pour vous, justement, les premières questions, c'est vraiment celle-ci. Est-ce que la plateforme va s'intégrer avec nos outils? C'est une question, alors c'est pareil. Aussi, ils répondent tous, ils donnent tous de l'espoir. Après, ils sont assez ouverts quand même, souvent. Donc, ils vont faire des passerelles pour s'adapter à vos outils. Enfin, c'est vrai que moi, pour le coup, je facture s'adapte parfaitement avec la télé. C'est fluide. C'est-à-dire que si vous avez une plateforme qui fonctionne très bien, mais qu'elle n'est pas connectée avec votre logiciel de compta, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Il faut l'utiliser, mais ce sera dommage. Ça, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes parce que c'est dans le cahier des charges, les plateformes sont censées être interopérables, donc toutes communiquer en fait. Donc, normalement, si une plateforme, elle vous dit je ne peux pas envoyer sur cette plateforme, c'est moi ce client parce qu'il est sur cette plateforme et que je ne connais pas, c'est un peu étrange. Ça peut être utile aussi pour travailler avec le collaboratif, plus en direct avec l'expert comptable. C'est quand même un plus. Et puis après, c'est le niveau, et la quantité et la pertinence des services additionnels qui vont vous être proposés sur ces plateformes. Non, on ne va pas l'ouvrir, mais peut-être qu'après, on ne pourra pas communiquer le support. Vous aurez le support, vous avez des liens. Si vous voulez approfondir un petit peu vos connaissances, il y a des liens vers toutes les sources documentaires un petit peu qui sont mises à jour régulièrement à l'administration sur les questions de la facturation électronique. Là, vous avez vu, on a fait une présentation, définir un cadre. Après, en fonction des entreprises, il y a plein de cas pratiques, plein de questions très pratiques et il y a pas mal de réponses qui sont déjà apportées dans les pour des cas très spécifiques. Voilà. On en prend encore beaucoup, parce qu'il y a des mises à jour, il y en a qui marchent un peu sur les œufs parce qu'il y a des questions auxquelles on n'arrive pas à répondre et que les moments on a la réponse. Mais c'est un sujet nouveau, il y a encore pas mal d'évolutions. Donc nous, on souhaite vous accompagner sur ce sujet parce qu'on pense être un acteur assez clé finalement dans cette organisation. On connaît vos entreprises, on connaît vos process. Donc, on peut vous accompagner sur le choix et sur la mise en place d'une plateforme. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter, à nous solliciter pour qu'on puisse vous conseiller tout simplement. L'avantage de cette nouvelle obligation, on l'a compris, c'est d'automatiser tout un tas de choses et notamment de fluidifier les échanges. Les échanges entre clients-fournisseurs, mais les échanges comptables. Et donc, nous, principalement, on est impacté et on espère que cette réforme va fluidifier finalement les échanges de flux comptables et qu'on puisse mettre à jour la comptabilité de manière plus rapide pour avoir une restitution d'informations financières. Tout à l'heure, j'ai évoqué le cas du confrère italien avec qui on a échangé. C'était 2014, je crois, on a vu la date. Ça fait un moment. Et c'est vrai que du coup, alors, ils ont appris, ils ont évolué, mais ils ont une relation un peu différente avec leurs clients. Alors, la comptabilité, bien sûr, mais comme cette partie-là d'intégration des flux, c'est fluidifié, en fait, donc ils ont récupéré eux aussi plus de données d'analyse, et donc ils ont travaillé sur des outils collaboratifs de partage, des tableaux de bord un petit peu plus personnalisés, un petit peu plus liés à l'activité. En fait, ça permet d'automatiser le déclaratif au niveau de la TVA et puis surtout d'automatiser la saisie qui, nous, c'est un outil qui est très important chez nous.
et qui va inévitablement baisser, mais ça nous permettra, nous, d'être plus disponibles pour vous conseiller sur d'autres choses qui sont plus proactif en fait, parce qu'on aura une information qui sera proche à jour en temps réel, et donc plus proactif pour vous accompagner et en fonction des moments de vie des entreprises. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions sur... J'en ai une. Comment on va savoir sur quelle plateforme envoyer pour nos clients? L'information va être transmise comment? En fait, vous aurez votre plateforme. Vous enverrez sur votre plateforme. Donc, vous aurez fait votre facture de manière à ce que le numéro de sirène de votre client soit renseigné. Et votre plateforme, vous, elle va router la facture à votre client sur sa propre plateforme avec son numéro de sirène. C'est le numéro sirène qui est unique, ouais, qui sera. Voilà. En fait, les plateformes, comme je disais Mathieu tout à l'heure, les plateformes seront interopérables. Vous serez sur la plateforme A et monsieur sur la plateforme B, ou sur la même plateforme, peu importe. Et grâce à votre numéro de sirène, vous serez identifié. Le numéro de sirène du client, ce sera identifié, ce sera shooté sur la plateforme. On n'a pas besoin de connaître en avance la plateforme de. Que disait Mathieu tout à l'heure, il y aura beaucoup de plateformes qui vont exister, et c'est même pas 40 ou 50, ça sera même encore plus probablement. Si vous voulez savoir sur quelle plateforme étaient vos clients, ça va être très compliqué. Ouais. C'est le numéro sirène qui est la clé de voûte de. Oui, mais on parle aussi peut-être d'autres numéros d'identification. Alors, mais bon, a priori, pour une entreprise, le numéro SIRET, il est unique, donc ça devrait rester le numéro SIRET. Non, la difficulté que j'évoquais tout à l'heure avec le SIRET, c'est quand je vous parlais des restaurants, c'est vrai que je n'avais pas forcément pensé, mais au départ, je disais, mais est-ce qu'avec le numéro SIRET, on ne peut pas faire quelque chose avec le numéro SIRET c'est notre partenaire avec qui on travaille sur le sujet, notre groupement France Études, avec lequel on avance bien sur le sujet de la facturation électronique. Et on a échangé avec eux, c'est qu'ils disaient, mais le problème, c'est qu'au restaurant, pour le restaurant, j'utilise votre SIRET, c'est vous qui allez recevoir la facture. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils sont en train sur des moyens d'authentification un peu, et ils m'évoquaient peut-être, vous savez, là-dessus particulier, on a comment ça s'appelle, France Connect. Peut-être un France Connect entreprise ou un truc pour s'authentifier de manière un peu certaine, dire oui, je suis bien représentant de cette entreprise et je le fais valider. Donc c'est pour ça qu'ils sont en train de travailler. Les liens ne sont pas encore franchis. Ouais. Mais ça, c'est effectivement, c'est plus pour des déplacements. Mais je pense que le SIRET restera la base. C'est la clé qui est de toute façon unique à une entreprise. Donc le SIRET restera la base pour la transmission des factures entre plateformes. Ouais, alors, sur Chorus Pro, on voit qu'en fonction des unes, on travaille avec pas mal d'unités INSERM ou CNRS, c'est un vrai bazar. Parce qu'ils ont le même numéro SIRET, mais ils ont X établissements différents. Non, ils ont un SIRET et plusieurs et on doit renseigner des histoires de code service. Oui, parce que c'est l'administration qui est organisée comme ça. Effectivement, il y a des codes service. Après, c'est vrai que même entre privés, alors on va dire qu'entre entreprises de taille modeste PME, on va dire, c'est un peu simplifié parce qu'on va envoyer un endroit, il y aura des gens de l'autre côté qui vont traiter ces factures. Mais c'est vrai qu'après les très grosses structures, très grosses, effectivement. Alors oui, mais le roi Merlin, limite, tu as le roi Merlin ici, c'est son SIRET, c'est pas même le roi Merlin. Parce que les sirènes et SIRET. Oui, mais même des fois, tu as peut-être des entreprises qui sont en enseigne, en franchisé, ou je ne sais pas comment marche le roi Merlin, mais prenez au Carrefour, par exemple, sur ces sociétés-là, je ne sais pas, parce que sinon, il y aura un flux, alors comment ils vont faire je reviens sur l'Espagne, c'est pareil, c'est une grosse unité en Espagne, et du coup, on a le code le SIRET, le numéro de TVA espagnol, et après, ils ont des codes d'agence ou des codes comptables, en fait. Donc, ils ont trois numéros différents qu'il faut rentrer, alors des fois, c'est les mêmes, mais des fois, là, vous renseignez un numéro comptable supplémentaire. Vous déposez sur la plateforme espagnole. Ouais. Donc là, c'est très spécifique à l'Espagne. Vous n'allez pas passer par. Mais bon, voilà, ils identifient sur des grosses structures avec un numéro complémentaire du numéro SIRET. Peut-être pour envoyer sur des grosses structures, il y aura peut-être un système comme ça d'identification pour que ça aille sur un bon service ou un bon site. Voilà. Et là, j'avoue que je ne sais pas encore exactement, et je ne sais pas les plateformes, même la nôtre, là, je ne sais pas exactement si je vais envoyer comment. Ça, à mon avis, c'est des choses qui vont se développer un peu avec le temps, vu qu'ils ont des besoins qui vont apparaître. Juste pour dire à ceux qui sont en ligne, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le bouton questions, posez vos questions. On essaiera de répondre à la volée en fonction de ce qui va arriver. Je vois qu'il y en a qui sont déjà partis.
Mais en 1er juillet 2024, il faudra forcément qu'on ait une plateforme Oui, pour les recevoir. il faudra être assez. Donc on a un an pour. Oui, non, mais vous avez un an pour faire le choix d'une plateforme, vous inscrire sur une plateforme et être en mesure de recevoir. Après finalement, vous avez, je ne connais pas la taille de votre entreprise, mais on sait que voilà, 98 ou 99% peut-être de nos clients qui sont plutôt PME, ça veut dire que ça vous laisse encore 18 mois pour vous organiser, pour être en mesure après d'émettre. Oui, c'est ça. Dans un an, il faudra que il ne faudra pas être inscrit au 1er juillet. Ce serait bien. Il faut anticiper. Voilà, histoire de tester un petit peu. Le 1er juillet, il faut voir qu'il y aura un boulot. Alors si, il y en a qui existent. La plateforme privée existe, elle n'est pas sortie encore. La plateforme publique, elle n'est pas y accéder. Alors, il y a Chorus Pro, mais ce ne sera pas Chorus Pro, ce sera aussi une version évoluée de Chorus Pro. Et même les plateformes qui existent déjà, les plateformes privées, elles sont pas immatriculées. Donc, on espère quand même que la nôtre, elle le sera, mais aujourd'hui, elles ne le sont pas. Les candidats, normalement, en fait, le calendrier bouge tout le temps. C'est un peu gris, normalement, janvier, ça devrait être. Ça fait partie des éléments qu'on suit parce qu'ils n'arrêtent pas de changer un petit peu, de repousser, de changer. À un moment donné, ils voulaient faire un fixe probatoire pendant un an. Alors, ils disaient, en fait, tout le monde peut s'autoproclamer PDP et on verra un an après. Au bout d'un an, on verra si on donne la grande. Finalement, c'est plus ça. Ça fait longtemps. Sur le mois de janvier, sur le marché. Il faut, même un petit peu avant, vous pouvez, maintenant que vous avez l'information, vous pouvez commencer à regarder. Et à mon avis, il ne faut pas sous-estimer le boulot d'étranglement. Plus on va s'approcher de juillet 2024, plus ça risque d'être un peu tranquille. Est-ce que vous avez une idée du coût? Oui, alors tel qu'on l'utilise, par exemple, donc jefacture.com, donc le prix a sensiblement baissé. Au début, c'était 19 centimes. Par document. Aujourd'hui, on est à 10 centimes. C'est-à-dire 10 centimes, ça correspond à quoi? Je reçois une facture. Alors aujourd'hui, elles ne sont pas forcément innées en facture X. Elles sont en format PDF ou quoi que ce soit. Donc elle va réaliser le coût. Elle va sceller le document. Elle va le transmettre en comptabilité. Elle va l'archiver pendant 10 ans. Ça coûte un prix. Une fois, c'est pas tous les gens qui vont payer. Donc, voilà, on fait l'application par nombre de factures qu'on a. Alors là, on parle des factures fournisseurs. Avec les factures clients, je crois que c'est le même tarif. Je crois que c'est tout le document, c'est le même tarif. En fait, le scellement, c'est quelque chose qui devait être obligatoire, qui a été sorti du cahier des charges parce que c'était un peu compliqué. Et nous, comme nous, ils étaient faits assez vite, ils s'étaient mis sur ce cahier des charges, donc ils ont mis le scellement. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un peu comme la signature électronique, sauf que la signature électronique, c'est une personne physique qui va signer électroniquement. Le scellement, c'est la signature électronique d'une personne morale. En fait, c'est une société qui appose un nom. Et là, la jefacture.com appose un scellement qui est le scellement de l'ordre des experts comptables. Donc, c'est vrai que ça authentifie, ça donne une valeur courante à la facture parce qu'elle est vraiment intangible, on ne peut plus la toucher. Et voilà, il y a le tampon de l'ordre des experts comptables qui se met sur la facture. Donc, ça, c'est ce que le nôtre propose, mais c'est plus une obligation. Donc, je pense qu'ils ne le feront pas tous. Et puis surtout, je pense qu'une part importante du prix, c'est le stockage aussi, parce que les données numériques sont stockées pendant 10 ans. Quand on sait ce que coûte le stockage numérique, informatique, on le voit, on est beaucoup dématérialisé, donc on voit que c'est quand même, ça monte en flèche, c'est très cher, pas plus le stockage augmente. Donc je pense qu'une bonne partie du prix, c'est lié au traitement en amont et surtout le stockage pendant 10 ans. Sachant que le prix que je vous évoque, ça c'est pour une plateforme, il y en a d'autres qui vont se raisonner à l'abonnement. Oui. Ça va pas être de 0 à 50 factures, ça va faire 0 € par mois, 30. C'est pour ça que ce ne sera pas évident. C'est pour ça que ce sera pas évident non plus de comparer, parce qu'effectivement, on voit déjà qu'il y en a certains qui ont des business models qui sont un peu différents. Il y en a certains, ça va être un abonnement plus un peu de document, d'autres, ça va être que sur un abonnement. Donc, c'est vrai que ça ne va pas coûter 10 € la facture. On marche encore sur les deux, puisque nous, la plateforme Content est passée de 19 centimes à 10 centimes. Ça fait un petit moment qu'elle était à 10 centimes. Après, je sais pas. Et après, c'est pareil, en mars. Entre eux, ils se comparent, ils s'adaptent aussi. Donc, ça va être l'évolution du marché. Peut-être qu'après, les prix vont réaugmenter, mais ça. Oui, c'est comme je le disais, en fait, là, ils font la course, ça va avoir plus de monde possible. Il y a pas mal de périodes. On en est. Il y en a qui le font gratuitement. Les fournisseurs, il y en a qui communiquent qu'on sera PDP gratos. On verra après. On verra vivre. Oui, donc le prix, on ne maîtrise pas. Et le marché va être sans doute sur les années à venir. C'est ça. Toutes les plateformes existeront.
Celui que l'avons mis. Il y aura des- Ah oui. Il va y avoir du- Tu peux pas baisser là. On va. Merde. C'est ça, là. C'est pour le mettre sur. Question. Merci, bon week-end. La facturation électronique, ça va devenir une obligation européenne ou seulement française pour le moment? Alors là, on a évoqué, donc pour Nicolas Vors, on a évoqué, en fait, là, premièrement, ça va être une obligation qui va concerner les entreprises françaises. Probablement qu'après, puisque c'est la genèse finalement, c'est une harmonisation entre pays européens, on aura une obligation qui va incomber entre pays pour les entreprises. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'on l'avait dit en préambule, c'est qu'au départ, c'est quand même des considérations de l'Union européenne qui avait dit pour fluidifier, pour éviter les fraudes, aller sur ce sujet-là. Ils avaient laissé un petit peu la liberté, toute latitude aux différents pays de s'organiser comme ils voulaient, de le mettre en place comme ils voulaient. On vous a parlé du schéma Y. L'Espagne, là, qui a migré un peu avant nous sur ce format-là, ils vont être intéressants parce qu'ils sont, c'est les seuls qui sont sur ce format Y, donc ils vont être sur un schéma un peu similaire au nôtre, qui est un peu plus complexe. Par exemple, l'Italie, c'est un schéma plus direct. En Italie, ils n'ont qu'une plateforme. C'est qu'une plateforme et c'est la chose comme ça. Donc en fait, le système Y, et pour l'instant, il n'y a que la France et l'Espagne Et l'Allemagne passé. Et l'Allemagne aussi peut-être. Voilà. Mais l'Allemagne, ils sont encore un peu plus à la bourre que nous. C'est les plus en retard. C'est les premiers en retard et nous, on est deuxièmes en retard. J'ai envie de dire, c'est fait parce qu'on est les plus organisés et qu'on réfléchit en fait, amont à mettre en place les pays qui ont mis en place cette obligation, c'est ceux qui ont eu le plus de fraude à la TVA, donc l'Italie, forcément. Et ils l'ont mis assez rapidement. Le Pérou, depuis 2008, le Pérou, sur la électronique. Donc, on est en retard. Et donc, en fait, c'est une obligation européenne, c'était une invitation européenne, je pense, au départ, à la mettre en place. Ce qui va devenir une obligation, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est qu'il y a des règlements européens qui vont sortir pour uniformiser. En tout cas, au départ, ils vont laisser un peu libre cours, avancer comme vous voulez. Et une fois que les pays seront massivement sur le système de la facturation électronique, ils vont faire en sorte d'organiser, d'uniformiser un petit peu, ou en tout cas pour que tout le monde puisse s'interconnecter. Il y a des choses qu'on peut faire en fait, comme nous, alors, on a un logiciel de gestion, contacter le fournisseur et voir. Et voir avec quels outils ils sont interopérables. Alors, c'est un logiciel de gestion ou un logiciel de comptabilité? On a les deux. Ouais. Et de gestion commerciale, en fait, sur lequel vous faites vos factures. Oui. C'est un éditeur facture. Donc, oui, Lui, si l'un est connecté avec un. oui, vous pouvez voir Parce s'ils que ont lui, il est des connecté avec nos Oui. Sedge, ils sont connectés déjà avec Sedge, Et si- ils échangent, et Et vous pouvez déjà leur demander s'ils ont fait des passerelles avec certaines plateformes, s'ils ont fait des partenariats avec des PDP ou des futurs PDP. Vous pouvez Sur Sage pour la. Sedge Compta, Ouais. Et et pour la. Norwin pour le logiciel de gestion. Ah, d'accord. Et on va prendre en plus, c'est de Vous avez prendre quoi? Un logiciel de jet, Après, on va recevoir les qui papiers. va mettre un Et des les- pause. C'est une. C'est une gêne, c'est une gêne. Non, Non, ils peuvent intégrer, enfin, Ils peuvent avoir une intégrer facture fournisseur, repérer et passer un temps. Bah oui, C'est ça. quelque part, ouais. Et l'archivage, le stockage, au final, on l'aura. Est-ce que ce sur la sera plateforme. intéressant pour vous? Est-ce que cet outil-là ne va pas aller et ne va Mais pas c'est être ce que je me dis. utilisé? C'est ça. Parce que là, ils font déjà des signatures sur les PDF pour les authentifier. Donc, Peut-être que. Ils vont aller jusqu'à là, Oui. je pense que c'est d'abord les premiers à contacter. Ah ben, si c'est un logiciel que vous êtes en train de mettre en place, je peux vous dire appelez vite pour savoir si voilà, parce que sinon c'est vrai que. Et par contre, c'est une opération avec un particulier, donc on va les déposer sur la plateforme, Bah, ça mais dépend. ça ne s'occupe pas de l'envoyer à la personne. Ah non. Donc en fait, il va falloir la déposer, mais aussi l'envoyer. Alors, en fait, le fait de la déposer, si vous la déposez sur une plateforme privée, Ça répondra à en fait, l'obligation d'y en fait, ça prendra la tête. Ben non. Mais vous pourrez alors lui donner machin. Ça va pas caser, hein. Alors, les gens ne sont pas comment vous les envoyer, mais peut-être que vous aurez la possibilité de mettre un mail et ça l'envoie par mail. Il y aura du coup là dans l'opération. Mais là, pour les particuliers, voilà, Parce ça qu'il y a sera pas de lien, voilà. Et du coup, après, pareil, il faut enregistrer les encaissements. Quand on travaille avec les particuliers, il
c'est différents taux de TVA. Donc, je suppose que c'est en ayant connaissance du règlement, ça se rapprochera de la facture pour une connaissance du montant de la TVA. C'est ça. Ah oui. C'est justement parce qu'on va mettre, et ça va être un peu complexe, parce que si vous avez une activité où vous travaillez et avec des entreprises, avec des particuliers, c'est-à-dire que, alors ça serait même encore plus complexe, je pense, avec le portail public, si vraiment ça se confirme que c'est comme ça, où vraiment ils veulent que ce qui est invoicing et reporting, ça veut dire qu'il faudra que vous mettiez en invoicing des factures pour les entreprises, que vous alliez indiquer celles qui sont payées, pas payées, et que tout le reste, en fait, passe par le e-reporting, donc les factures que vous envoyez aux clients, enfin, ce que vous faites avec les particuliers, et les délais de paiement pour savoir si vous collectez ou pas. Oui, c'est ça. Et en plus, ce règlement-là fait par ce client-là, c'est cette facture-là qui a tel montant de TVA, parce que le taux de TVA de cette facture, elle n'est pas forcément la même que sur une autre qui est chez le même client. Donc, il y a un rapprochement du règlement avec la facture pour qu'il puisse savoir le montant de TVA. C'est ça. Ils auront l'information si c'est du 5,5, du 10, du 20, du 0. Oui, ça fait partie d'ailleurs dans la nomenclature des obligations, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs taux de TVA, il doit y avoir la base par taux de TVA, le montant de TVA pour chaque taux. Enfin, C'est le montant global de la facture en prestation de service ou en bien. Alors, mais ça, la facture, c'est pas un problème. Mais pour le règlement, l'affecter à la facture pour qu'il sache quel est le montant de TVA. C'est pour ça que ce qu'on disait, si la plateforme publique elle est effectivement comme ça et après satisfaisante, une plateforme privée où finalement vous mettez toutes vos factures dessus, vous gérez directement sur vos factures à payer, pas payer. Du coup, vous aurez toute l'information. Alors, vous le mettrez, et j'espère que ce ne sera pas la même, parce que j'avoue que pour l'instant, il y a beaucoup de clients, il faut qu'on gère tout. Nous, on gère tout depuis notre gestion interne. S'il faut qu'on aille à la main cliquer sur toutes les factures qui sont payées, ça va être quand même fastidieux. J'ai quand même espoir qu'on puisse communiquer aussi dans l'autre sens et que notre logiciel va communiquer sur la plateforme pour dire celles qui sont payées. J'espère. Pour l'instant, je ne sais pas encore. Je crois que nous, on a un problème encore plus compliqué, c'est-à-dire qu'on n'émet aucune facture, puisqu'on vend que des biens immobiliers en vente en état futur d'achèvement. Donc, on a des paiements partiels. Donc, des factures, ça va être du e-reporting, simplement pour avertir. Vous fonctionnez avec du particulier et du groupe aussi? Les deux. Les deux, bah là. Et ils payent par appel d'offres. Donc, Par appel d'offres. Non, des factures, non? On peut pas. La facture, c'est l'acte de vente. c'est l'acte de vente. oui, il n'y a pas de facture. Ah, Il n'y a pas de facture. Et au fur et à mesure Eh ben, d'avancement des travaux. Je pense que vous ne serez que dans le e-reporting. Ah oui, mais ça, c'est payé par petits bouts, quoi, en fait. Le paiement, C'est particulier. c'est très particulier. Et de la même façon que les factures que nous recevons, Voilà. les factures que nous recevons des fournisseurs, spécifique, il faudrait qu'on regarde. les factures que nous recevons des fournisseurs, elles passent d'abord chez l'architecte qui dit, ah ben là, je retiens ça. Donc, le paiement, En plus, c'est jamais le montant de la le facture. paiement partiel, en plus. Oui, et c'est émis par l'architecte et pas par le fournisseur. Donc, C'est-à-dire que le fournisseur donne sa facture à l'architecte. à l'architecte, mais l'architecte vous fait une facture à vous? Il fait un bon paiement. Paiement. Ah oui, mais c'est quand même le client, enfin votre fournisseur qui vous paye, c'est pas l'architecte qui vous paye. Oui, mais ça ne correspond jamais au montant de la facture. Oui, parce qu'il y a une reçu de garantie. Oui. Et vous payez l'architecte qui Non, vous payez directement après, donc la facture elle est bien adressée à votre nom, sauf qu'en fait, comme il gère, c'est lui qui gère et qui vous dit combien il faut payer. Voilà, c'est ça. On s'est dit le bon paiement et pas la facture. Là, c'est vrai que, est-ce que les plateformes pour gérer les retours? Parce que j'ai des retenues garanties, donc Il y a des des, il délits y a des complémentaires. prorata, des fois il y a des autres revenus, des pénalités, des choses Voilà. comme ça. Pénalité de retard, compte prorata, il y a plusieurs Il y a lignes. plusieurs lignes. Mais est-ce que les plateformes seront. Parce que souvent, les retours garantis de 5%, est-ce que le client pourra dire on n'a réglé que 95% de la facture, donc il faut collecter que 95%. Mais en même temps, tout le monde n'a pas de retenue de garantie, tous les fournisseurs. Mais effectivement, comme des informatiques, je pense que la facture. Alors là où c'est un peu différent, si vous dites que vous saisissez dans la comptacture le bon de paiement de Parce que le l'architecte, fournisseur, lui, il va ça arrive d'être saisir un sa peu différent, facture. c'est que vous allez devoir mettre dans la comptabilité la facture de l'artisan ou du fournisseur qui a fait. Et après, par contre, vous pourrez dire j'ai payé, mais vous pouvez modifier le montant. Vous pouvez dire j'ai payé que 95%. Donc, du coup, vous aurez un suivi avec un règlement partiel. Mais à mon sens, dans votre compta, vous aurez quand même la facture des fournisseurs, vous n'aurez plus dans la compta le bon paiement. Le bon paiement, je pense. Bon, ça sera appuyé. Il faudra être plus vigilant, par contre, Des dans cas la déclaration particuliers. TVA, ça sera venir automatiquement. C'est un peu le problème, surtout sur la TVA collective, Ben parce voilà, que nous, il y en a on 5%. déclare quand le client paye. Voilà, il y a deux choses. On parlait des factures fournisseurs, mais à mon avis, si vous n'émettez jamais vraiment de facture, vous allez être concerné que par le e-reporting, en fait, en déclarant l'activité, donc ce que vous avez vendu, donc les actes de vente, et dans le même temps, ce que vous avez encaissé.
Ou les appels de fonds, alors plutôt que l'acte de vente. Les appels de fonds pour. C'est-à-dire, on écrit au client en disant, bah là où on est, vous devez nous verser 10% parce qu'on est à tel avancement. Oui, les acomptes. Oui. Et bien ça, c'est des acomptes, vous encaissez, c'est un acompte, je pense que c'est pareil, c'est des reporting. Parce qu'après, vous serez dans l'obligation de faire des factures d'acompte. Peut-être. Non, mais je pense pas, parce que si dans leur activité, ils font pas de facture, à la fin, si la facture, c'est l'acte de vente, il n'y a pas de facture à proprement en parler. Je Mais pense avant, qu'il évite d'avoir que du reporting. Sauf s'il y a des professionnels en place. oui, parce qu'il y en a aussi. Il y a des professionnels. Bon, ça, c'est un cas particulier. Hein, mais c'est notre activité principale. Vous n'êtes pas les seuls, hein. Même en professionnel, il n'y a qu'un acte de vente. De toute façon, c'est pas une facture. Non, il n'y a qu'un acte. Mais il est en premier, l'acte. Oui, l'acte de vente, c'est un acte de vente, c'est plus juridique, c'est pas une facture, donc ça sera jamais. Alors c'est considéré pour l'administration fiscale. Comme du juridique. Voilà. Mais je pense pas que ça, je pense, ça sera vérifié, il y a peut-être une bêtise, donc je ne vais pas trop m'avancer, je pense pas que ça rentrera dans le invoicing, ça me paraît plutôt rentrer dans le e-reporting. Oui. Ah, ben non, j'aurais peut-être. C'est des actes qu'on constate par avance. Ils n'émettent pas une facture pour parler, c'est un acte juridique qui vaut facture. Et qui est constaté par avance, donc qui est neutralisé tant que l'opération n'est pas terminée. Oui, c'est à l'avancement. Oui. Pour la TVA. Il faut qu'on reprenne rendez-vous. C'est particulier. Oui. Quelqu'un a une question pas particulière Pour les particuliers. Choisir les questions. Parce que des questions, on en a comme ça. Pour les particuliers, en gros, quand j'envoie une facture, en gros, ça ne change pas par rapport à aujourd'hui. Après, c'est juste le e-reporting qu'il faudra faire de mon côté. C'est ça. Mais par contre, il y aura deux notions. Si vous êtes sur une plateforme privée, il y aura cette possibilité, comme l'évoquait Mathieu tout à l'heure, de finalement envoyer votre facture comme si c'était un client professionnel, donc identifié avec un CIAT, etc., sur la plateforme privée. Et lui, il va l'analyser comme une facture à un particulier et va faire la démarche de faire le e-reporting à votre place. Ce qui serait plus simple, en fait, c'est ça. Après, je pense que c'est comme ça que c'est vendu, ça va fonctionner comme ça. Pour vous, ce qui est plus simple, c'est de dire, je ne me pose pas la question. Toutes mes factures, je les pousse vers ma plateforme. Et lui, il va trier par rapport. Si un numéro SIRET français, il va voir que c'est un assujetti, il saura, donc il va le traiter, le e-invoicing, il va faire suivre la facture par tout le schéma qu'on a vu. Si c'est un particulier ou si c'est un italien, un espagnol, que le numéro, c'est pas un numéro, le numéro d'identification, c'est une société française qui est présent dans mon répertoire, il saura que ces éléments-là, du coup, il n'a pas besoin de transmettre des factures, mais par contre, il faut qu'il les intègre dans le e-reporting qu'il doit envoyer à l'administration. C'est pour ça que je pense que les plateformes privées, en tout cas par rapport à ce qui est annoncé sur la plateforme publique, paraissent plus fluides. En fait. C'est-à-dire une entreprise qui fait les deux, s'il faut dire, alors là, il y a les factures que je vais mettre là parce que c'est une invoicing, celle-là, je ne les mets pas parce que c'est du e-reporting, je pense que ça complexifie un peu les choses, c'est ça. Je ne sais pas si c'est plus clair. Si. Et si pour un particulier, si je l'envoie sur la plateforme e-reporting, ça peut l'envoyer directement au client, c'est ça? Bah, lui, on ne va pas l'envoyer parce qu'il est pas inscrit sur une plateforme. Donc, on va lui envoyer en PDF. Oui, voilà. Le schéma actuel ne va pas forcément changer. Le seul additionnel, par contre, se transmet par l'administration fiscale. Le seul espoir que j'ai par rapport à toi, tu laisses peu d'espoir là, mais je me dis que. je me dis qu'en fait, ça pourrait être transmis par mail. sur la plateforme, vous allez devoir intégrer à un moment donné votre base client. Il faut qu'il y ait l'adresse, il faut qu'il y ait le mail. Si vous mettez votre client particulier avec son mail, la plateforme est capable. Aujourd'hui, qu'il n'y a pas. Aujourd'hui, si moi, Access, aujourd'hui, je vous, à la majorité d'entre vous, on vous envoie vos factures par mail. Et donc on n'est pas encore, on utilise la plateforme en test, mais du coup, pour recevoir nos factures jusqu'à présent. Quand je vais lancer la phase où on va tester l'émission de factures, tant que tout le monde ne sera pas inscrit sur une plateforme, ça va être l'envoi par mail qui va être privilégié. Donc, c'est possible de dire pour ce client, je l'envoie par mail. Je pense que quand il y aura une plateforme en face, il le sera automatiquement et ça partira automatiquement. Mais par contre, si vous avez remonté votre base client qui a un mail, même un particulier, je pense que vous pouvez envoyer votre facture directement. La plateforme pourra l'envoyer au client. Mais ça ne sera pas envoyé à 50 ans de plateforme parce qu'il en aura pas. Il n'y a pas de plateforme. Ça reste à confirmer, mais je pense que c'est possible que le client reçoive, le client final particulier puisse recevoir un mail depuis la plateforme. Dans le cas d'un boulanger, ça veut dire qu'à chaque transaction, même si c'est un euro. Non, ticket Z, c'est à chaque fin de journée.
Mais tous les jours, C'est pas chaque transaction. Non. Mais il y aura le détail des transactions par taux de TVA. Et, bon, en général, les demandeurs, ils vont à 5,5. S'ils vendent des bonbons, c'est à 20%, parce qu'on ne met pas de sucre en France. Là, il y aura le détail de s'il a collecté à 20% et s'il a collecté à 5,5. Mais c'est pas chaque opération. Il fera une remontée par jour. Alors, en fait, s'il est bien équipé, il a un logiciel de caisse avec ce qu'on appelle un Z de caisse qui est journalier, mais qui peut être centralisé après donc, par décade, on parle en fonction de son régime de TVA, il pourra centraliser ses opérations tous les 10 jours. Après, concrètement, pour être très honnête, aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation, donc le e-reporting, c'est encore assez théorique, on connaît les règles, comme ça, mais concrètement, comment ça va marcher, je ne sais pas trop. Moi, je pense effectivement que une caisse enregistreuse aux normes connectée, à un moment donné, avec une plateforme comme les logiciels de facturation, ils vont se connecter, je pense, à cette caisse, et les caisses vont être en mesure de remonter à la plateforme le niveau d'activité et qu'il y a un rapport qui sera envoyé tous les 10 jours à l'administration. Je pense ça. Voilà, pour éviter du travail d'aller ressaisir celui qui n'est pas bien équipé. Par contre, il faudra qu'il aille remplir ses données et faire une déclaration. Je ne sais pas encore comment ça va se matérialiser, mais une fois tous les 10 jours, faire une déclaration pour envoyer ses données d'activité. J'ai fait tant de chiffre d'affaires à 5,5, tant de chiffre d'affaires à 10. On remontera cette information. Mais il ne va pas dire j'ai vendu 12 pains de chocolat à 8 heures de fête. Ça, c'est dans la caisse. Quel détail? Oui, normalement. Moi, je pense que pour chaque camp métier, il va y avoir des voilà. Oui. Pareil, on a des réglementations où le client nous prélève directement à tout son corporateur. On n'a pas de facture fournisseur. Donc, quand on joue sur une écriture comptable, on met la facture en totalité, mais on se met en c'est-à-dire que vous avez payé une facture, vous êtes payé à 99%, c'est ça? Oui. Non, enfin, oui, on est payé à 99%, mais on considère que les clients en totalité. C'est que d'autre part, on n'a pas. On devrait recevoir une facture. Ah oui. Théoriquement, on devrait recevoir une facture concernant le corporateur. Et ça, on ne la reçoit pas. Ils déduisent tout de suite. Ils déduisent tout de suite. C'est ça, Peut-être qu'ils vont être contraints de la faire. Par contre, voilà, pour la compensation de clients, parce que nous, ce qu'on fait, on met comme le client nous a payé en totalité. Et en compensation, on passe en charge le montant. Voilà. Ouais, ça Mais des fois, les comptes prorata, ils sont facturés quand même. Non, ça nous arrive. Normalement, on ne reçoit pas de facture. Ah oui, c'est du direct. C'est pas normal. Il y en a, oui. Oui, mais là, du coup, ceux qui gèrent le compte prorata, ils vont être obligés de facturer. Après, ça va être. C'est ça, je pense qu'ils sont dans l'obligation. Donc, il n'y a plus personne qui voudra gérer les prorata. Les tiers, on peut l'écriture. Alors, nous, on passe en charge parce que c'est bien charge pour nous. Oui, mais derrière la charge, il faut qu'il y ait un document juridique et donc une facture. Non, parce que celui qui gère le prorata, Parce qu'il y en a comme ça. Après, il faut gratter dans les papiers pour que nous ayons des messages. C'est sûr, cette utilisation, il y aura moins entre guillemets de bidouille. Ça va être assez carré. Voilà, oui, je pense que c'est pareil pour les escomptes, parce qu'il va arriver. Si, alors ça, j'ai vu justement, ça fait partie des escomptes, les remises, des choses comme ça fait partie des 8 éléments, des éléments nouveaux qui seront obligatoires de faire apparaître sur les factures à l'horizon 2026. Après, pour vérifier là non plus sur notre facture, pas d'escompte, le client, il le fait l'office, hein. Du coup, ça fera une facture qui ne sera pas payée à 100%. Elle a raison, en fait. Quelqu'un paye quelqu'un, on fait l'écriture de Bah oui, une écriture oui, parce qu'on n'a pas envie de s'embêter. Les personnes qui n'ont pas d'escompte, oui, mais si l'escompte est prévu, effectivement, on peut rien avoir. Pas d'escompte. Si l'escompte n'est pas d'escompte, c'est le gars, il est menteur. C'est un escompte qui est prévu, évidemment. Oui, il n'y en a pas beaucoup, mais qui ne gênent pas. Si un escompte qui est prévu, ça fera partie des obligations. Donc en fait, on n'est pas dans le solde si ce n'est pas prévu. Des fois. Ah d'accord, c'est marqué sur votre facture que si vous payez. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est marqué sur notre facture, ça d'escompte. Ouais. Mais on nous appelle faire des appels d'offres, des actes d'engagement. Si eux, dans leur acte d'engagement, ils peuvent le marquer.
on paye, et si on paye plus tôt, on mettra la. Ça, c'est quand on subit la loi d'un fournisseur qui est plus gros que vous. Voilà. On dit que c'est règle, en fait. On a tous ça. Celui qui dit, moi, je paye 90 jours. D'accord. C'est pas la règle. Il a la beaucoup, mais avec certains, c'est régulier. Et Il y a pas mal de cas particuliers. Il faut refaire des réunions. Je sais que ça fait partie des données qui seront normalement à jour après, qui devront faire partie de la facture. Mais si vous écrivez pas des secondes qui le font de forte, pour moi, ça reste un document qui sera complet. Oui. Non, mais à la limite, un document sera incomplet en termes de paiement. Il restera complet, mais est-ce que il va en avoir, je ne sais pas. Oui, voilà. Ou pas, déjà pour être capacité. Après, si dans la comptabilité du sol, il faut plus traîner, peut-être qu'il faudra faire un avoir pour au moins le solder dans la. Mais bon, ça va être. Après, c'est. Vous avez bien qu'à voir, on a une facture. C'est-à-dire qu'on non, mais je vois le truc. On l'envoie. On va écouter, c'est non, ça fait partie de ces nouvelles relations qui vont devoir s'appliquer entre client et fournisseur et voilà. Aujourd'hui, tant qu'on n'est pas tous sur le. C'est tout un tas de cas pratiques qui, tant qu'on n'est pas tous confrontés, c'est difficile de répondre à ces questions parce que c'est l'usage qui nous dira un peu comment ça se passe. Et puis comme tu disais tout à l'heure, C'est demain. on va être dans une période hybride où on va à la fois traiter un fonctionnement qu'on connaît aujourd'hui, plus un traitement qu'on va. Mais un an, c'est court. Hein. C'est court, Parce qu'il faut que tout le monde s'équipe, bien sûr, mettre tout en place. Un an, en fait, il faut juste tout pour faire le choix d'une plateforme, pour être inscrit sur une plateforme, juste pour pouvoir déjà recevoir. Oui, c'est pas pour y mettre. Hein. Oui, non, mais on ne va pas faire un choix comme ça, il faut quand même faire un choix d'une vision globale des choses. Donc, dès aujourd'hui, on souhaite communiquer sur ce sujet pour vous, vous préparer. Et ce serait bien de commencer à benchmarker les outils et dès la rentrée, septembre, octobre, commencer à choisir un outil pour le déployer à partir de janvier. Probablement, ce serait le mieux pour vous. Vous ayez l'habitude. Ah ouais, je suis pas compris. Pas très complète la question. Notre PDP. Bon. Si vous pouvez développer un peu plus la question. Alors, c'était Chloé qui a posé une question, mais qui est incomplète. C'est juste marqué notre PDP. Mais bon, si vous avez des questions, on répondra peut-être. Ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que nous, on ne pourra pas vous présenter toutes les plateformes, on ne les connaît pas toutes. Après, pour ceux qui pourraient éventuellement être intéressés, je pense qu'on aura sur une prochaine version d'une réunion comme ça d'information, faire un focus un petit peu plus sur la plateforme qu'on utilise. On va mettre en avant parce que du coup, on sait qu'elle fonctionne bien avec notre logiciel, donc certains d'entre vous ont pris notre logiciel par exemple, et puis que les sociétés qui sont un peu plus structurées, j'ai l'impression que certains d'entre vous sont sur des sociétés un petit peu structurées, donc vous allez avoir des outils avec peut-être des plateformes vous allez choisir une plateforme pour la vie, puis c'est votre intérêt qui s'interface bien avec vos outils. Et après, il y a aussi pas mal de clients de taille plus modeste, avec une comptabilité plus simple. Tout cela, on pourra leur proposer de nous suivre finalement sur la plateforme Je Facture ou une autre, on aura peut-être en travailler avec une ou deux, ça on verra, mais en tout cas, celle sur laquelle on est le plus avancé, c'est Je Facture, c'est celle qui est portée par l'administration comptable dont on vous a parlé plusieurs fois. Je pense que d'ici la fin de l'année, on n'a pas encore calé la date, d'ici la fin de l'année, on fera probablement une autre. On va bien le faire en octobre. Ouais, en octobre, parce qu'il ne faut pas qu'on traîne trop. Mais une autre formation un peu de ce type-là, qui sera plutôt orientée outils pour vous montrer vraiment le fonctionnement d'une plateforme, à quoi ça ressemble et comment ça. On a la question plus complète. Est-ce que le client particulier pourra payer sa facture via notre PDP? Vraisemblablement oui. Puisque si, oui, il y aura des options qui vont exister pour en fait envoyer un bouton de paiement dans les services additionnels. Et votre client va recevoir par mail un bouton de paiement, il cliquera dessus. Il y aura. Alors c'est pas vraiment via la PDP, c'est dans l'envoi en fait. Voilà, mais il y aura un service dans la PDP qui permettra en fait le règlement de votre facture. Et ça, ce sera un service probablement additionnel. Donc, c'est comme on le voit beaucoup maintenant, en fait, c'est un bouton de paiement qui ouvre sur une page de paiement par receveur. Qui simplifie l'encaissement. Voilà. Mais votre client, en fait, vos clients
entreprises ou particuliers ne se connecteront jamais sur votre PDP. Par contre, c'est votre interface, ils ne la verront pas. Mais il y a les des services entreprises additionnels qui verront leur vont PDP et le client, oui, effectivement. Donc, dans les services additionnels, j'avais pas compris la question comme toi. En fait. C'est-à-dire qu'il ne se connectera jamais sur votre plateforme pour payer directement le client. Voilà, l'idée, c'est de savoir si vous pouvez gérer l'encaissement, en fait. Bah, il faudra payer sa facture via notre PDP. Bon, Oui. enfin, bref, quand on a répondu. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais, vous pouvez y aller. Hein. Merci bien. C'était un petit peu plus d'informations, vous êtes arrivés. On vous transmettra merci à tous. Merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à prendre contact avec vos interlocuteurs habituels si vous voulez approfondir un petit peu. Et puis, ça va.